Ah, ça... Bonjour tout le monde, bienvenue. Waouh, je vois qu'on est déjà pas mal. Bienvenue, bienvenue. On va attendre un peu avant que tout le monde vienne. Donc, donc la session va être enregistrée, ça veut dire elle sera disponible en ligne. J'en parlerai un peu plus à la fin, mais vous inquiétez pas, si à un moment il y a une partie qui vous échappe, vous pouvez toujours revenir dessus. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Morgane Dago avec nous, qui est senior publisher chez Elsevier. Donc elle va nous donner des différents conseils, des astuces sur le processus de publication, son point de vue côté éditeur et répondre bien sûr à toutes vos questions. Cette session se veut interactive, donc vraiment n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet, dans le module Q&A directement. Et, euh, Et voilà, n'hésitez pas. Si vous m'entendez bien, mettez juste un petit message dans le chat. Comme ça, on est sûr que vous nous entendez et que vous nous voyez bien. Et, euh, et voilà, voilà. Alors, je vais vous lancer également un sondage en attendant pour savoir un peu comment vous vous situez et, euh, et tout simplement pour avoir un peu votre niveau. Je vais le lancer ici. Voilà. Hop. Est-ce que vous nous entendez bien? Ah, je vois déjà une main levée. J'imagine que c'est bon. Ok, super. Merci pour les mains levées. Euh, Q&A, le chat est désactivé. Ah, bon, Bon, le n'hésitez Q&A pas. marche. Euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rester sur mince, unwanted. Can chat with everyone. Je pense que c'est bon normalement. Vous pouvez faire un test. Ah, super. Merci. Euh, Hop. Bon, ben voilà, hein. Je, Je te laisse commencer, Morgane, te présenter. Parfait. Pardon, excusez-moi, je vais rapidement me présenter quand même. Si vous avez des questions concernant vos abonnements en général, donc Science Direct, Scopus, iVal, je vais mettre mon mail dans le chat et par la suite, vous pouvez me contacter. Voilà, je laisse Morgane se présenter. Merci, Morgane. Pas de problème. Alors, comme mon collègue l'a dit, je travaille à Elsevier depuis 6 ans maintenant. J'ai commencé aussi en sciences, fait de la recherche pendant quelques années et après je suis un peu passée du côté obscur de la force en commençant à travailler avec Elsevier sur la publication scientifique. Je travaille donc avec nos éditeurs sur, quand j'ai commencé, j'avais 15 journaux en nutrition et biologie. Et maintenant, je travaille sur des journaux médicaux plutôt. Donc, c'est un peu un autre challenge. Donc, encore une fois, quand je commençais, je savais pas tout sur la publication scientifique et j'ai beaucoup appris. Donc, j'aime bien faire ce workshop pour discuter un peu. Parce que souvent, avec les gens sur le terrain, on réalise pas toujours ce que les gens savent, ce que les gens savent pas trop. Donc, pour moi, cette session, ce serait très intéressant, encore une fois, si vous participez dans le chat, dans le Q&A, posez vos questions. Bien sûr, j'ai des slides, mais encore une fois, c'est un peu difficile de savoir ce que les gens sont intéressés par. Donc, juste dites-le nous et je pourrais répondre à toutes ces questions. On a du temps aujourd'hui, 1 heure et demie pour faire ça. Aussi, ça fait 10 ans que je travaille en anglais. Cette présentation, d'habitude, je la fais en anglais et je l'ai fait des dizaines de fois. Donc, j'ai peut-être des mots qui vont me venir en anglais. Je suis sûre que vous comprendrez. Et pardonnez-moi donc si je fais un peu du franglais pendant cette présentation. Tiens, Johan, est-ce que tu peux partager les résultats du poll? Je suis pas sûre de les avoir vus. Oui, Voir un peu alors, normalement, où on tu en les est as en maintenant que... direct. Je vais le clôturer. Parfait. Comme ça, j'ai un peu une idée de, Show pareil, de votre niveau results. d'expertise et je sais à peu près sur quoi passer plus de temps et OK, Tu le vois? pas mal. Donc, ouais, 41% d'entre vous ont dit qu'ils n'ont jamais publié avant, parfois comme premier auteur. Donc, on a assez des différences de niveau. Je n'ai pas encore été revieweur. 64%, très bien. Et plutôt sciences de la vie. OK, sciences sociales. Parfait, très intéressant. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? J'espère que vous pouvez voir ma slide, que bien, vous pouvez me voir aussi, m'entendre, tout bien.
Ouais. Niveau technique. On s'en sort, hein. Après 4 ans à faire des, des trucs en ligne après le Covid, on commence à comprendre comment ça marche. Parfait. Alors l'agenda pour aujourd'hui, je vais vous parler de comment préparer votre article, quelques conseils pour l'écrire, surtout encore une fois pour ces 41% qui ont peut-être jamais publié avant. Je vais parler surtout de l'examen par les pairs. Donc ça c'est pareil, en anglais c'est peer review, c'est 2 mots. Donc je vais peut-être utiliser ça de temps en temps. Parler un peu de l'éthique et des challenges que ça représente ces jours-ci. Et j'ai une slide sur les modèles de publication. Donc j'espère qu'on aura du temps à la fin. Normalement on a près de 30 minutes pour faire un peu des questions et réponses. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la présentation, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir, vous pouvez les mettre dans le Q&A. Et je pense entre chacune de ces parties, on y reviendra pour voir si on peut y répondre au fur et à mesure. Alors j'ai une slide pour parler d'Elsevier et de ce qu'on fait. Quelque chose dont j'aime bien parler aussi, c'est, avant de commencer, en intro, pourquoi publier. Donc je sais que parfois, peut-être que vous êtes un scientifique qui veut une promotion et vous avez besoin de publier 2 publications dans des journaux pour avoir votre promotion. Bon, ça peut être une raison, mais vraiment l'idée c'est que la publication c'est la seule monnaie scientifique, c'est un peu ce qu'on dit. Et publier votre recherche, ça peut la valider, ça peut la partager, c'est vraiment l'essentiel. Il y a une citation de Isaac Newton que j'aime beaucoup, qui dit I could see as far because I was standing on the shoulder of giants. En français, je pouvais voir aussi loin parce que je me tenais sur les épaules des géants. Et pour moi, c'est vraiment ce que ça veut dire, publier. C'est qu'on peut commencer maintenant à faire des nouvelles recherches, à aller plus loin, à trouver de nouveaux résultats, parce qu'on peut faire confiance à ce qui a été fait avant. Il y a des hypothèses qui ont déjà été vérifiées ou débunkées, et on sait déjà certains résultats qui ont été, encore une fois, dans 10 ans avant, 30 ans avant, les 2 dernières années. Juste regarder ce qui a été publié, les publications scientifiques, peut nous permettre de passer à la prochaine étape. On n'a pas besoin de tout refaire soi-même. On peut faire confiance à la plupart des choses qui ont été validées et passer à la prochaine étape et avancer et innover. Donc vraiment, encore une fois, publier votre recherche, c'est très important pour qu'on n'ait pas tous à la refaire encore et encore et encore. Donc, c'est ça ce qui est à droite. Enregistrer vos résultats, même si c'est des résultats négatifs, les certifier via l'examen par les pairs, que l'expérience ait du sens, que les résultats peuvent être soit validés, les partager avec le plus de gens possible. Encore une fois, si tout le monde fait la même chose, on ne va pas beaucoup avancer. Donc maintenant qu'on peut tous, grâce à Internet, être en contact les uns les autres, ça aide. Et enfin, les préserver. Et toutes ces étapes, c'est vraiment ce que Elsevier aide à faire. Donc vous avez ce petit symbole-là. Encore une fois, on a beaucoup évolué quand on s'appelle une maison d'éducation de publication scientifique. À une époque, ça passait tout par la poste. Donc on envoyait des lettres aux éditeurs, on envoyait des lettres aux réviseurs, on imprimait les journaux et on les envoyait par la poste aux gens qui avaient payé pour les recevoir. C'est un peu différent maintenant avec l'évolution de l'Internet, et vous voyez sur cette slide un peu les chiffres. On a plus de 2600 journaux maintenant. Il y a beaucoup de marketing et d'algorithmes pour être sûr que chaque auteur va trouver le journal qu'il cherche et dont il a besoin. Des modèles différents, des topics différents, des sujets différents, pardon, encore une fois, l'anglais. La nécessité aussi de filtrer et éditer tout ce qu'on reçoit. Donc, les auteurs, les éditeurs et les réviseurs sont souvent des scientifiques comme vous. Mais ce qu'on fait, c'est construire vraiment le système technologique qui permet de les mettre tous en contact. Et encore une fois, les éditeurs, il y a 20 ans, ils recevaient 50 lettres par an chez eux de papier à publier. Maintenant, c'est des milliers d'articles qu'ils reçoivent chaque année et qu'ils doivent trier, envoyer pour l'examen par les pairs. Donc, c'est quand même un autre job. Ici, sur ma roue, je parle aussi d'enrichissement technologique que Elsevier fait. Ça veut dire tout reformater pour qu'en ligne, tout ressemble à un certain format. Donc, c'est pas un peu n'importe quoi. Vous pouvez trouver exactement ce que vous cherchez. C'est un peu toujours la même chose. Et des choses basiques, qui paraissent basiques, mais ça prend du temps et de l'argent de les faire. Par exemple, avoir des liens. Vous mettez votre liste de références, on clique dessus, ça vous amène à l'article. Ben, quand c'était imprimé, ça marche pas beaucoup, ça. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a dû travailler et maintenir. Et bien sûr, disséminer avec Science Direct, c'est notre site internet à Elsevier, où il y a 18 millions de visiteurs par mois, quelque chose comme ça. Donc c'est le top pour trouver
vraiment tous les articles scientifiques et archiver, ce qui est aussi important. Donc parfois, des journaux peuvent disparaître ou changer de titre ou changer de société ou changer de main. Et c'est très important de toujours garder la science qui a été faite et validée, et donc on met ça en ligne. Donc pareil, on a dû scanner des journaux de 1986 pendant 30 ans pour pouvoir garder juste ce qui a été fait, pour être sûr qu'on ne perd rien. Donc voilà, c'est cette slide, encore une fois, c'est un tout petit peu pour toucher ce que LGV fait en tant que maison d'édition scientifique et l'importance de publier. Donc j'espère que je vous ai un peu convaincu que c'est intéressant de publier sa recherche. Et maintenant, je voulais présenter un peu les prochaines étapes. Ok, on est prêt à publier, qu'est-ce qu'on fait? Une des étapes très importantes, c'est de choisir une revue, choisir un journal dans lequel vous allez publier votre article. Ça, sur cette slide, encore une fois, c'est surtout les questions à se poser. Qui est-ce qui doit lire votre article? Qui est l'audience? Regardez bien la revue, quelle est leur spécialité, quel est leur domaine d'intérêt et que ça matche avec votre article. Vérifiez aussi le procédé d'examen par les pairs. En général, c'est expliqué sur le site internet de la revue, et c'est très important parce qu'il peut y avoir des sites qui ressemblent à des revues scientifiques qui en fait n'ont pas du tout de peer review process. Donc c'est important de vérifier aussi, de comprendre comment c'est fait pour ce journal. Et facile, encore une fois, pour les 41% de gens qui n'ont jamais publié avant, vérifiez avec vos collègues. Je suis presque sûre que vous connaissez quelqu'un qui a publié, vos superviseurs, demandez où est-ce qu'ils publient d'habitude, parce qu'ils sont aussi dans le même domaine, et ils vont avoir leurs journaux préférés. J'espère que ce sont des journaux d'Elsevier. Mais c'est aussi un conseil pour facilement trouver les journaux qui iront bien avec votre recherche. Regardez les références aussi. Il y a des chances que si vous citez un journal très souvent, eh bien, ce soit un journal qui sera intéressé par votre recherche. Et vous pouvez voir sur les sites internet, encore une fois, la bibliométrie du journal. Donc, vous pouvez savoir à peu près l'impact facteur, le site score, la vitesse aussi, combien de temps ça prend en général pour un article d'aller de la soumission à être en ligne quand c'est accepté, et le pourcentage de rejet. Certains journaux, ça va être 50%, d'autres, ça va être 95%. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez trouver en ligne, en tout cas pour les journaux à Elsevier. Très important, choisissez seulement un journal à la fois. Donc, vous ne pouvez pas envoyer votre article à 10 journaux et voir ce qui marche. 10 journaux, pardon, en français, encore une fois. Mais vraiment, choisissez un seul. Et ce que vous pouvez faire avec les autres auteurs, c'est choisir un peu une liste. Dire, OK, on commence par celui-là. Si jamais on est rejeté, on va dans celui-là. Si jamais on est rejeté, on a journal C. Ça, c'est possible. Mais vraiment, simultanément, n'envoyez votre papier qu'à un seul journal. Si vous l'envoyez à plusieurs journaux, c'est pas respecter les publications éthiques et ils sont rejetés de partout. Donc on a des systèmes qui scannent en fait tout ce qui est envoyé dans tous nos journaux à la fois, et on va détecter direct si un papier qui est exactement le même ou même un peu similaire, 90% similaire, 80% similaire, une alarme va sonner en mode ok, ça a été envoyé au même endroit au même moment, et on rejette tout ça. Donc encore une fois, choisissez un seul journal et discutez-en avec les autres. Parce que vraiment, ce qu'on voit souvent, c'est ah ben oui, mais moi j'avais compris qu'on a envoyé à celui-là et eux ils l'envoyaient à celui-là, c'est pas de notre faute. En tant qu'éditeur ou maison de publication, on ne peut pas régler les problèmes d'auteur. On ne peut pas savoir qu'est-ce que vous avez décidé, qui a raison, tout ça. Donc c'est vraiment avant d'envoyer. Mettez-vous d'accord, discutez avec vos auteurs. Ça peut paraître basique, mais on a vraiment ces problèmes souvent. Et une fois que vous avez choisi le journal que vous préférez, envoyez-le ici. J'ai mis ici un lien, le journalfinder.elsevier.com. C'est un système qui nous permet de trouver les journaux qui devraient matcher le plus avec votre papier. Donc, vous pouvez mettre le titre et le résumé, et ça va vous donner une liste. OK, on pense que ceux-là, c'est les meilleurs journaux avec un peu plus d'informations sur chaque. Donc, je recommande d'utiliser ça aussi si vous ne savez pas trop où commencer. Ensuite, pour préparer votre article, j'ai mentionné plusieurs fois les sites internet des journaux. Allez les voir, lisez-les, parce que chaque journal va avoir, je pense que c'est d'Elsevier, mais aussi partout ailleurs, ce qu'on appelle un guide pour les auteurs, qui dit exactement ce que vous avez besoin de faire pour ce journal. Et c'est très important, surtout pour les éditeurs. Encore une fois, les éditeurs maintenant reçoivent parfois 3000, 5000
articles par an. C'est beaucoup de travail. Donc, s'il y a une liste qui dit, OK, dans votre article, je veux que ce soit présenté comme ça et qu'il y ait ce document extra, si ça manque, l'éditeur va pas prendre le temps de corriger pour vous ou redemander, il va juste rejeter. C'est OK, c'est bon, j'ai 200 autres papiers à faire ce week-end. Non, j'ai clairement dit dans le site internet ce que je voulais. Si vous respectez pas, ça montre OK, rejection directe. Donc, encore une fois, ça peut paraître beaucoup. Enfin, vous voyez sur le screenshot déjà sur la liste sur le côté, il y a beaucoup de choses, mais souvent c'est les mêmes. C'est garder ce format-là, garder ces introductions, méthodes, etc. Les choses qui sont très importantes, ça peut être par exemple en médecine surtout, la déclaration de conflit d'intérêts doit être là. Vous devez avoir un document séparé qui parle du board qui a approuvé de l'éthique de la recherche, toutes ces choses-là. Donc ça peut être certifié que tous les auteurs ont bien participé à la recherche. Donc tout est écrit là. Donc encore une fois, prenez le temps parce que juste envoyer son article sans l'avoir lu et après être rejeté parce que vous n'avez pas bien formaté vos références, bon, c'est un peu une perte de temps pour tout le monde et pour vous aussi. Ça peut prendre du temps pour que l'éditeur vous donne cette première décision. Donc vraiment, juste avoir une rejection parce que vous avez oublié une pièce jointe, c'est un peu dommage. Donc en suivant toutes ces étapes du guide pour auteur, ça vous donne la meilleure chance de passer la première étape, le premier filtre, et que l'éditeur puisse se concentrer sur la science de votre article et rien d'autre. Pas, voilà, on demande qu'il y ait 3000 mots et vous en avez 5000, rejeté, c'est quand même dommage. Et sur cette slide, j'ai mis aussi pour aujourd'hui, l'anglais est important. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est le langage, la langue de la science. Et donc, c'est pas très facile pour les gens qui sont pas forcément forts en anglais ou qui juste ne sont pas anglophones pour commencer. Mais c'est important qu'on puisse comprendre ce que vous avez essayé de faire scientifiquement. Et pour ça, il faut le communiquer proprement, la grammaire, le vocabulaire. L'anglais, c'est toujours important. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui est peut-être meilleur en anglais, qui peut aider. Il y a pas mal de services aussi en ligne qui peuvent aider à avoir un bon vocabulaire. Donc, c'est ma recommandation. Prenez le temps de fixer toutes ces choses parce que ça vous aidera à passer le premier filtre pour la prochaine étape et ça peut vous sauver 3 mois. Parce que si votre papier est dans une pile, qu'il y en a 100 autres à faire, que l'éditeur est en vacances et il revient et ça met 2 semaines qu'il regarde votre papier, etc., et que vous êtes rejeté encore une fois parce que l'anglais est pas bon, c'est quand même dommage. Et encore une fois, visitez le site web, il y aura toutes les informations sur le domaine et la spécialité, le type d'article que le journal publie et aussi les articles les plus lus et plus cités. Vous pouvez voir le nom des éditeurs. Enfin, il y a plein d'informations qui vous aideront à décider si c'est le bon journal pour vous et comment préparer votre papier pour ce journal. J'insiste, ça c'est les principales raisons de rejet. Le sujet de l'article n'est pas dans le domaine d'intérêt du journal. Donc encore une fois, il peut y avoir des journaux sur la médecine. Si celui-là est pour le cancer et celui-là pour l'ophtalmologie, si vous envoyez dans l'autre sens, ça ne va pas marcher. Et ça peut paraître encore très simple, mais le nombre de fois où on reçoit des articles qui n'ont juste rien à voir avec le journal, c'est surprenant. Parce que les gens vont regarder l'impact facteur et rien d'autre. Et juste, ils envoient. Donc, prenez le temps parce que, encore une fois, vous serez rejeté et ça fait perdre du temps à tout le monde. L'article ne suit pas les recommandations du guide pour auteur. Donc, encore une fois, s'il manque une pièce, l'éditeur ne peut pas aller plus loin, surtout si c'est des choses éthiques qui ont, par exemple, la déclaration d'intérêt ou ces choses-là. On ne peut pas continuer. Donc, c'est vraiment, faites attention que tout soit comme le guide pour auteur vous le demande. L'anglais n'est pas compréhensible, aucune idée de quoi ça parle, c'est rejeté. Le manuscrit a été précédemment rejeté de la même revue, donc on voit ça parfois aussi, une rejection et c'est pas changé ou c'est pas clairement, on reçoit le même papier, encore une fois. Le reste des deux, c'est un peu moins strict. Donc, et ces 4 premiers points, on parle de 60% de nos rejets, c'est ça. Et c'est quand même dommage parce que c'est des choses qui peuvent être réglées. Le reste, si le sujet est assez innovant ou s'il a assez d'impact, c'est un peu subjectif. Ça dépend des éditeurs, ça dépend des journaux. Qu'est-ce qu'on appelle impact? Ça dépend si votre journal est au top, si c'est The Lancet ou si c'est peut-être quelque chose d'autre, ça peut être différent. Donc là, c'est moins facile à gérer avant d'envoyer. Et j'en parlerai plus tard, une réponse inadéquate aux éditeurs ou aux pairs après révision, c'est aussi une raison de rejection. Mais encore une fois, les 4 premiers points, c'est facile et c'est 60 à 80% de nos rejets dans tous nos journaux, c'est pour ces raisons-là.
Ok. Ça, c'était la première partie sur la préparation. Regardez vite fait si vous avez des questions déjà là-dessus. Oui, on en a Alors, une. ouais, je vois dans le Q&A, est-ce que tous les journaux chez Elsevier demandent que la recherche soit validée par un comité d'éthique? Je pense que ça dépend des journaux. En médecine, c'est très possible. Je dirais oui. S'il y a eu des animaux ou des patients humains, et pareil, ce sera écrit dans le guide pour auteurs exactement ce que vous avez besoin de fournir. Peut-être que certains journaux vous disent si c'est écrit dans les méthodes, ça suffit. D'autres vont vous dire non, je veux une pièce séparée qui dit voilà, ça a été bien approuvé par le comité d'éthique et voilà le numéro du cas. Mais par exemple, si c'est un journal de mathématiques, probablement pas. Donc ça dépend vraiment dans quel domaine vous êtes. Parfait. Non, après, c'est tout, hein. On n'a pas plus Non, non, c'est bon, de je questions. regarde un peu le chat aussi, mais Ouais. alors, s'il y a des questions dans le chat, tu me le diras, Joanne. Oui, oui, bien sûr, je te dirais. Je vais passer à la prochaine étape. Écrire votre article. Je vais juste préciser sur cette slide un peu comment commencer. Encore une fois, c'est sûr que vous aurez des superviseurs qui vous aideront là-dessus. La chose que j'ai tendance à dire, c'est que si vous êtes en face d'une page blanche, on peut avoir tendance à commencer dans l'ordre dans lequel l'article est à la fin présenté. Donc, l'introduction, le résumé, tout ça. Mon avis, ma recommandation, c'est de commencer avec votre data. Vous avez déjà fait ça, vous avez tous vos Excel files, vos tableaux, vos graphes, etc. Donc ça, c'est fait. Vous pouvez commencer avec ça. Qu'est-ce qui montre le résultat? Qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que vous pouvez les simplifier? Est-ce que certains peuvent être mis ensemble? Et ensuite, faire les parties, OK, le data que vous avez sélectionné pour publication parce que c'est intéressant, comment est-ce que vous l'avez obtenu? Via les méthodes. Qu'est-ce que ça veut dire? Via les résultats. Et le remettre en contexte via la discussion. Donc pour moi, c'est intéressant de le faire dans ce sens-là, parce que vous pouvez passer des heures et des heures et des pages à expliquer une méthode pour faire des résultats. Et en fait, quand vous arrivez à la fin, c'est en fait ces résultats sont pas très intéressants. Je vais les enlever. C'est dommage d'avoir passé tout ce temps-là, parce que vous pouvez enlever vos méthodes aussi à ce moment-là. Donc encore une fois, commencez par quel est le data qui est intéressant, qui a de l'impact, qui est nouveau, et que vous voulez partager dans votre publication, et comment vous êtes arrivé là. Et les résultats, c'est aussi important qu'ils n'aillent pas plus loin que ce que vos data montrent. Donc c'est un peu tentant de dire ah voilà, j'ai trouvé ça et je pense que dans le futur ça peut vouloir dire ça. Non, c'est genre ok, si ça, voilà, si votre résultat montre ça, c'est ce que ça veut dire. Vous pouvez pas vraiment extrapoler. Et ça encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les gens ont tendance à dire ah c'est exactement ce que je pensais, voilà ce que ça veut dire. C'est tous les résultats que vous écrivez, ils doivent être supportés par le data que vous présentez dans le même papier. Une fois que vous avez ces parties, écrire l'introduction et la conclusion, donc un peu l'hypothèse de début et y répondre, encore une fois, avec les résultats présentés. Et très important, et c'est juste pour ça que j'ai cette partie dans ma présentation, le titre, les résumés et les mots-clés. En général, c'est le truc qui arrive à la fin. Ça fait des mois que vous bossez sur votre papier, il y en a un peu marre. Mais ça, ça peut plus être négligé parce que la façon dont maintenant on consomme ou on lit les articles scientifiques, c'est tout en ligne. Donc ça veut dire que quand vous recevez un journal chez vous, bon bah forcément vous allez lire tous les articles, ils sont là. Mais sur internet, il y en a des millions, donc il va falloir faire des choix. Donc c'est très important en tant qu'auteur de choisir le titre, le résumé et les mots-clés parce que c'est ce qui va vraiment diriger les lecteurs à votre article. Donc typiquement les mots-clés, pensez à ce que quelqu'un devrait chercher sur Science Direct ou Google pour trouver votre article. Donc ils doivent être pas trop génériques. Si vous mettez médecine, ça va pas aider. Mais aussi pas trop spécifiques, donc mettez pas d'acronymes que personne n'utilise. Donc encore une fois, pensez à, ok, en général les journaux demandent entre 3 et 6 mots-clés. Pensez à qu'est-ce que je devrais taper dans Google pour trouver mon article. Donc très important les mots-clés. Ça aide aussi à trouver des réviseurs plus tard pour voir, faut trouver les bons experts. Donc encore une fois, pensez-y. Le titre aussi. Donc les gens ont tapé les mots-clés et trouvent des listes et des listes et des listes d'articles. Donc il y en a des pages et des pages. Le titre, c'est l'accroche. Donc encore une fois, ça doit être assez intéressant, pas trop long et vraiment parler de ce qu'il y a dans l'article. Donc vous êtes aussi des lecteurs. Quand vous passez 20 articles, il faut que le titre dise ok, ça c'est l'article que tu cherches. Donc pensez-y encore une fois, à 2 fois, comment bien écrire un titre pour que les gens s'arrêtent et regardent votre article.
Et le résumé, finalement, c'est un peu la page de pub de votre article. Tout doit être inclus dans le résumé. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une partie de chacune de ces parties. L'hypothèse, les méthodes, les résultats, ce que vous avez trouvé et la conclusion, tout doit être dans le résumé, mais c'est un paragraphe. Pensez aussi que les résumés, ils sont toujours gratuits. C'est toujours gratuit de trouver les résumés sur n'importe quel site, sur PubMed, sur Medline, sur Science Direct, sur Scopus. Le résumé sera là et gratuit. Mais c'est possible que quelqu'un doive payer 25 $ pour lire le reste de votre article. Donc, vous voulez être sûr que c'est exactement, non seulement l'article est trouvable, mais c'est exactement ce que le lecteur cherche. Parce que payer 25 $ et ensuite réaliser, en fait, c'est pas ce que je pensais, parce que le résumé reflète pas ce qu'il y a écrit dedans, c'est très frustrant. Donc, faites bien attention, encore une fois, les mots-clés pour trouver l'article, le titre pour accrocher le lecteur et le résumé pour dire voilà exactement ce qu'il y a dans cet article si vous voulez lire le reste. Donc, à l'époque d'Internet, ces 3 choses sont vraiment, vraiment importantes. Voilà, on va passer au procédé de révision par les pairs. Oui, je vois une, une question qui est la place éthique de l'IA dans le procédé d'écriture de l'article. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, on a une partie sur l'éthique. Je ne pouvais pas passer à côté de l'intelligence artificielle. Donc, je vais revenir dessus parce que c'est une grosse question ces jours-ci. On a une autre question aussi dans le chat. Ah, Faut-il repérer les mots-clés dans le titre, le résumé et les mots-clés où il faut diviser les mots-clés, où il faut diversifier les mots-clés, pardon. ouais, je dirais plutôt diversifier. Parce qu'encore une fois, les algorithmes et les moteurs de recherche vont chercher un peu les deux. Donc, si vous juste répétez la même information, il y a des chances que ce soit plus logique que voilà, vous ayez plus de chances d'être accroché si vous changez un peu. Mais encore une fois, réfléchissez pas trop à essayer de paraphraser ou trouver des synonymes ou des choses comme ça. C'est vraiment qu'est-ce que vous chercheriez pour trouver ça? Qu'est-ce que vous aimeriez lire si vous étiez cette personne qui cherche pour votre article? Euh, Et une bonne question, comment rendre sexy des résultats négatifs? Et encore une fois, c'est très important, et ça, c'est vraiment difficile parce que les éditeurs vont encore décider de ce qui est intéressant et ce qui est nouveau et ce qui a de l'impact. Et souvent, les résultats négatifs, effectivement, c'est pas très sexy. Donc, ce qu'on a fait à Elsevier, c'est qu'on essaye de avoir des journaux un peu plus spécialisés qui vont dire, ben nous, on est intéressés aussi par les résultats négatifs. Donc, il faut peut-être viser ce genre de journaux et peut-être pas le top impact factor. Mais encore une fois, ça vaut le coup de les publier. Ça vaut le coup de les publier parce que ça veut dire que quelqu'un d'autre ne va pas refaire la même expérience avec la même hypothèse et trouver des résultats négatifs aussi. Ça sauve le temps de tout le monde et il faut qu'il soit publié. Mais effectivement, ouais, c'est plus difficile. Donc, je dirais de regarder un peu pour ces journaux qui se spécialisent ou qui peuvent dire sur leur site internet. Nous sommes intéressés aussi par les résultats négatifs. Ça va sûrement pas être The Lancet, désolé, mais il y en a. Encore une fois, on a 2600 journaux, il y en aura un pour ça. Il y en aura un pour ça. Ok, donc je vais continuer un peu sur le procédé de révision par les pairs. C'est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. C'est ça qu'on vend à Elsevier. C'est l'examen pour les pairs qui va déterminer la qualité, la validité, l'originalité et l'impact de la recherche. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est un peu difficile les résultats négatifs, parce que même s'ils sont de qualité, même s'ils sont valides, originalité et impact, c'est un peu plus difficile. J'ai mis un lien aussi sur cette slide qui est notre Certified Peer Reviewer course. Si vous êtes intéressé pour être un réviseur, c'est un module gratuit qui explique un peu ce qu'il faut faire pour écrire un rapport de révision. Je vous encourage à le faire parce qu'on a besoin de l'aide, de toute l'aide qu'on peut pour trouver des réviseurs. Encore une fois, déterminer la qualité, la validité, l'originalité et l'impact de la recherche, c'est ce qui différencie de poster votre article sur Twitter. C'est très important. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire dans nos journaux à Elsevier, mais aussi la plupart des publications scientifiques, vraiment, c'est mettre ce degré de qualité et de confiance pour dire, voilà, si cet article est publié, c'est qu'il a été revu, c'est parce que des experts l'ont vu et ont pensé que c'était valide, que ça avait le mérite de devoir être lu par d'autres gens. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, l'examen par les pairs, l'auteur envoie son article, l'éditeur du journal le reçoit et fait un premier filtre. Et l'article peut être rejeté directement à ce point. En général, ça va prendre peut-être 1 à 2 semaines pour les meilleurs journaux. Si votre journal est un peu lent parce qu'il reçoit
il a une personne qui est éditeur et il reçoit des milliers d'articles, ça peut prendre un peu plus longtemps. Mais ce filtre, c'est vraiment cette slide que j'avais au tout début. Est-ce que je comprends l'anglais? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est dans le domaine du journal? C'est vraiment basique. Genre l'éditeur va lire vraiment, encore une fois, le titre et le résumé pour avoir une idée, peut-être regarder quelques résultats, mais il va pas lire en détail tout l'article. C'est juste avoir une première idée de est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est bien pour mon journal? Ou est-ce que je rejette déjà? Et encore une fois, dans certains journaux, 90% des papiers sont rejetés à ce moment-là. Donc, si on pouvait sauver le temps de l'éditeur, juste qu'il puisse se concentrer sur les papiers qui sont ces 10% qui sont intéressants, qui vont être envoyés par l'examen par les pairs, ce serait fantastique. Donc, encore une fois, nos recommandations pour l'auteur, lisez les sites internet des journaux, trouvez les journaux qui sont pour vous, pour votre papier, respectez le guide pour auteur, parce que déjà, ça vous aidera à passer ce premier filtre. Ensuite, donc le procédé vraiment, c'est l'éditeur va envoyer votre article à des réviseurs et on a besoin de 2 rapports de réviseurs indépendants pour pouvoir faire une première décision. C'est cette partie-là qui prend du temps. Souvent, en tant qu'auteur, si vous avez publié avant, vous dites: «Ah mais j'ai envoyé mon papier il y a 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 6 mois que j'attends, qu'est-ce qui se passe?» Ça paraît très long, mais c'est vraiment trouver des réviseurs qui vont prendre du temps volontairement de lire votre article en détail et critiquer chaque option pour que votre article soit le meilleur qu'il puisse être. Et ça, c'est très difficile parce que bon, bah, on est tous occupés et c'est juste, ça prend du temps. Donc en général, ce qu'on donne, l'éditeur va envoyer des invitations pour que les gens fassent un rapport de révision. On leur laisse une semaine ou 10 jours pour accepter ou dire non à cette invitation. Et une fois qu'ils ont dit oui, on leur laisse 20 à 30 jours pour faire le rapport et l'envoyer. Donc vous voyez comment le temps peut passer vite. Si on l'envoie à une personne, 2 personnes, 3 personnes, ok, ils disent non, ça fait une semaine, ça fait 2 semaines. Après, on envoie personne numéro 7, numéro 8, ils disent oui, on attend un mois, et en fait, ils le renvoient jamais. Bon, bah, il y a déjà 2 mois qui sont passés. Et ça arrive très souvent. Les réviseurs ne répondent pas, ou ils disent oui et envoient jamais le rapport, ou ils disent ah oui, oui, donnez-moi juste un mois de plus et je le ferai. Et de fil en aiguille, ouais, 3 mois passent vite. Et souvent, quand je présente cette slide, je vous demande, c'est pour ça qu'on avait la question au début, en tant qu'auteur, ça peut être frustrant, encore une fois, d'attendre 3 mois pour une première décision sur votre papier après la révision, mais combien de papiers vous avez revus vous-même cette année, ce mois-ci? Et très souvent, voilà, les gens n'ont pas le temps. Oh ben non, moi je fais pas de révision, ça me prenait trop de temps. Ok, mais si vous publiez encore, si vous publiez toujours, c'est donnant-donnant. Donc ce qui arrive maintenant, c'est que bon bah pour avoir 2 rapports de reviewers, il faut inviter 10 personnes, parfois 15. Et si votre recherche est niche et qu'on parle d'experts qui sont, il y en a juste pas 2000, il y en a il y en a 20, bah faut trouver quand ils sont libres. Et ce qui est aussi difficile, c'est que maintenant on reçoit beaucoup de recherches internationales. Donc, par exemple, la Chine envoie de la recherche, c'est 40% de ce qu'on reçoit maintenant vient de la Chine à elle seule, mais ils font pas beaucoup de révisions. Et les éditeurs, historiquement, sont souvent des États-Unis ou d'Europe. Ils connaissent pas bien les personnes en Chine ou en Inde donc c'est très difficile de trouver des nouveaux réviseurs. On les connaît pas. Est-ce qu'ils ont la bonne expertise? Est-ce qu'ils parlent bien anglais? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? C'est extrêmement difficile de trouver des nouvelles personnes. Et encore, c'est pour ça que à chaque fois que je fais cette présentation, je vous encourage, devenez un réviseur, acceptez une invitation par an, au moins une. Pour moi, c'est si vous publiez, il faut aussi être réviseur. C'est donnant-donnant. Et c'est très difficile parce que c'est pas aussi incentivisé, mot français ça. Par exemple, voilà, pour un auteur, pour avoir une promotion, on peut dire: «Ah, si vous publiez 3 papiers, vous aurez cette promotion». Il n'y a jamais ça du côté des révisions. Oui, il faut faites 3 révisions et je vous donne une promotion. Ce serait un peu mieux. Bref, quand finalement on a ces rapports des réviseurs, on en a 2 indépendants, l'éditeur les reçoit. En général, il regarde un peu pour être sûr que c'est bien poli et que ça se tient. Effectivement, si quelqu'un juste envoie une ligne en disant: «C'est nul, rejeté», c'est pas très valide. Il faut trouver un autre. Mais en général, on va avoir des rapports et l'éditeur va les envoyer à l'auteur avec une première décision. Et ensuite, il y a un peu cet aller-retour entre l'auteur va faire des révisions pour répondre aux commentaires, les envoyer à l'éditeur, qui les renvoie au réviseur, qui les renvoie à l'éditeur, qui les renvoie à l'auteur, jusqu'à que l'article soit finalement publié. Ou, et ça peut encore arriver, l'article peut être rejeté.
Donc ça, c'est les 2 décisions qu'en général on a après la révision. Soit la révision majeure, même après une révision majeure, le manuscrit peut éventuellement être publié, mais des gros problèmes doivent être adressés. Parfois, ça veut dire des expériences supplémentaires, ça peut prendre plusieurs mois. Donc il y a quand même des grosses modifications à faire et parfois c'est un peu plus difficile d'y répondre. Donc par exemple, si vous êtes absolument en désaccord et vous pensez: «Ben non, moi je peux pas faire cette expérience en plus», ben il y a des chances que vous soyez rejeté, plus qu'avec la révision mineure où en général là, il y a déjà eu 1 ou 2 révisions, le manuscrit vaut d'être publié et il y a juste quelques changements de texte, certains éléments doivent être clarifiés, ça peut être aussi de la grammaire à améliorer, quelques tableaux à simplifier et cetera. Mais ça ne garantit toujours pas que l'article soit accepté. Donc si vous avez un commentaire, même si c'est mineur, qui dit: «Ah ben voilà, il faut que vous m'expliquiez ça», si vous n'arrivez pas à bien l'expliquer et que le réviseur pense: «Bah non, ça me répond pas vraiment à ma question», ça peut toujours être rejeté. Encore une fois, au niveau des pourcentages, ce que je disais au début, le premier filtre, c'est 80 des réjections. Après, quand vous arrivez à révision majeure ou mineure, peut-être entre 8 et 10. Mineur, c'est vraiment, peut-être 2 des manuscrits sont rejetés. Donc si vous recevez une de ces décisions, il y a quand même des chances que, vous soyez accepté à la fin. Comment répondre à ces commentaires? Encore une fois, il faut répondre à chaque commentaire que vous recevez. Donc il n'y a pas de, «OK, merci de votre, réponse, changement fait». Non, chaque commentaire doit avoir une réponse détaillée en dessous. Donc en général, on dit: «Bah, vous pouvez tout copier-coller, mettez des couleurs pour dire quels changements ont été faits». Hem, avec la page, les numéros de ligne et vraiment une réponse scientifique. Il y a la possibilité que, si vous n'êtes pas d'accord, aussi avec le réviseur, c'est possible, mais expliquez-vous scientifiquement. Je pense pas que ce soit, relevant. Ça a déjà été fait dans ce papier, regardez la référence. C'est possible, vous pouvez argumenter, mais faites-le toujours poliment et ça me surprend que j'ai toujours à le dire dans ces présentations, mais on voit des choses et c'est pour ça que les éditeurs parfois ils vont au milieu et ils enlèvent certains commentaires. C'est des choses où on se dit: «Non, non, mais ça c'est ridicule, vous savez pas ce que vous dites, bla bla bla». C'est pas le but. Les réviseurs ont donné leur temps pour donner une critique scientifique et constructive et encore une fois, l'idée c'est ce qui est publié, c'est la meilleure version de l'article possible. Donc ça peut être un peu frustrant, spécialement quand vous avez passé des mois et des mois à écrire votre article, d'avoir, un retour où la moitié est rouge en vous disant: «Voilà, il faut que vous changiez tout ça parce que vraiment c'est pas top». Mais pensez que l'article va être en ligne pour toujours avec votre nom dessus. Il vaut mieux être critiqué, 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 changer, refaire, améliorer, plutôt que poster quelque chose et recevoir un commentaire après d'un lecteur qui dit: «En fait ça, c'est quand même bizarre, non?» On peut pas l'enlever. Une fois que c'est publié, il y a pas de changement. Donc si on doit publier un corrigendum ou un erratum, ce sera toujours là à dire: «Hey, ils ont fait cette erreur. Ha ha, ils ont même pas vu». Ce sera toujours en ligne avec votre nom et encore pire, si c'est un problème éthique et qu'on doit rétracter l'article, pareil, c'est pas ça dit c'est pas que c'est enlevé. L'article reste en ligne avec écrit, retracted in the middle, retracted dessus et votre nom est toujours pour toujours attaché à ça. C'est sur votre CV. Si quelqu'un cherche votre nom, ça va venir. Donc encore une fois, ouais, ça peut prendre du temps, c'est difficile d'être critiqué, mais ça vaut le coup parce qu'ensuite ce que vous mettez là dehors, ce que vous publiez, hem, c'est ça va être le meilleur de la meilleure version de l'article possible. Pareil pour les éditeurs, en général, donc ils sont un peu au milieu comme vous avez vu entre l'auteur et les réviseurs à cette étape. Faites en sorte qu'ils aient pas à, changer quoi que ce soit, répondez à tous les commentaires puisque tout peut être envoyé au réviseur de cette façon. Hem, je crois que ça répond à peu près à tout. Hem, parfois ce qui arrive aussi, c'est que les réviseurs sont pas d'accord. Donc on peut avoir un qui dit, «OK, minor revision, si vous changez un petit peu, ce sera bien» et un qui dit: «Vous devriez rejeter ce papier, c'est pas intéressant». Et alors l'éditeur doit soit lire un peu et avoir son propre avis, donc il peut un peu, être un réviseur lui-même, elle-même, ou demander un 3e rapport. Et là, ça prend un peu plus de temps aussi. Et la grosse difficulté qu'on a, encore une fois, il y a pas beaucoup de réviseurs, la grosse difficulté qu'on a, c'est que parfois, les premiers réviseurs qui ont donné leurs premiers commentaires, après quand l'éditeur leur renvoie les commentaires en disant: «Ah voilà, on a reçu la réponse de l'auteur, ils ont répondu, à vos commentaires», ils répondent plus jamais. Il dit: «Ah bah non, ça c'est bon, je l'ai revu une fois, pas besoin de le refaire». Et ça, c'est un gros problème parce qu'il faut trouver quelqu'un de nouveau qui va, tout relire les commentaires des premiers avec lesquels
n'est pas forcément d'accord. Et donc, ça reprend beaucoup de temps parce qu'il peut se dire: «Ah, mon collègue a dit ça, mais en fait, moi, je suis pas trop d'accord, vous devriez préciser ça» et encore une fois, des allers-retours et quand on revient, peut-être que ces deuxièmes réviseurs vont aussi pas réaccepter de revoir la révision. Donc c'est vraiment, vraiment un challenge. Donc encore une fois, s'il vous plaît, pour aider vos collègues, pour aider les auteurs, pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus efficace, acceptez quelques invitations pour revoir, pour votre journal préféré, pour faire des révisions et surtout, si vous en avez fait un pour un article, acceptez quand les commentaires reviennent. Parce que vous avez déjà lu l'article, vous pouvez vous rappeler de vos commentaires, vous serez d'accord avec vous-même probablement. Trouver des nouveaux réviseurs qui ne vont pas être d'accord forcément avec les premiers, c'est vraiment un challenge et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des papiers qui sont dans nos systèmes pendant 6-7 mois. Parce qu'à chaque fois qu'on trouve une nouvelle personne pour arranger, c'est une nouvelle décision. Voilà un peu sur le procédé de révision. Donc j'ai essayé de garder un peu à l'essentiel. Je vois que vous avez un peu des questions. Donc je vais tenter d'y répondre maintenant. Donc comment trouver le journal le plus pertinent? Donc ça, c'était plutôt la première partie. Encore une fois, demandez à vos collègues, regardez vos références et vous pouvez utiliser le Journal Finder d'Elsevier qui, quand vous mettez votre résumé et votre titre, va vous proposer des journaux. Et ce ne sera pas qu'un seul. Vous pouvez regarder les différents sites internet, lire ce qui les intéresse, regarder qui sont les éditeurs aussi. Vous allez probablement reconnaître des noms. Donc, c'est un peu de recherche. Mais encore une fois, ça vaut le coup parce que vous voulez atteindre la bonne audience de gens qui vont lire ce journal, qui sont intéressés dans la recherche que vous avez faite aussi. Bonjour. Si une revue rejette notre article, pouvons-nous avoir les mêmes reviewers en soumettant l'article à une autre revue? Ce serait l'idéal. En général, ce qu'on peut faire, surtout chez Elsevier, tous nos journaux sont sur un même système éditorial. Donc oui, si vous êtes rejeté d'un journal, parfois vous pouvez aussi avoir une recommandation électronique qui vous dit « Et si vous avez été rejeté de celui-ci, on vous conseille ces journaux suivants qui sont un peu dans le même domaine ». Et ces journaux sont en général proposés par algorithme parce que ce qu'on voit, c'est que la plupart des auteurs qui sont rejetés vont aller à ce journal ensuite de toute façon et 50% d'entre eux sont acceptés, par exemple. On va recommander ce journal et c'est possible d'envoyer toutes vos files, donc tous les commentaires que vous avez reçus. Et franchement, je vous encourage presque à le faire. Si vous avez reçu un premier commentaire, surtout des réviseurs, dans votre premier journal, même si vous êtes rejeté, changez votre article, améliorez-le selon ces commentaires. Et c'est possible, quand vous envoyez un second journal, de dire, mettez dans la lettre, par exemple, aux éditeurs, voilà, j'ai fait le peer review process à ce journal, voilà les commentaires que j'ai reçus, voilà comment j'y ai répondu, et vous verrez bien. C'est possible que les éditeurs disent, bon, bah, nous, c'est un peu différent, on recherche des choses un peu différentes, donc on va l'envoyer à un autre réviseur. Mais ce qui est possible, par exemple, c'est qu'ils décident, OK, au lieu d'envoyer à 2 réviseurs, cette fois, je peux l'envoyer qu'à un, parce qu'ils ont déjà eu une sorte de process. Donc, je recommanderais toujours de dire à l'éditeur, on a déjà eu des commentaires de review avant, et voilà ce qu'on a fait. Ça peut peut-être sauver du temps à tout le monde. Mais encore une fois, beaucoup d'articles sont rejetés avant même d'être envoyés pour leur révision, donc c'est pas toujours que vous auriez les commentaires nécessaires pour faire ça. Ensuite, Marion, qu'est-ce que le reviewer voit à cette étape avant de dire oui? Le titre et le résumé ou l'article en complet? En général, on partage seulement le titre et le résumé. Encore une fois, souvent on garde l'identité des reviewers secrète, mais c'est aussi important de protéger un peu la recherche qui a été faite par les auteurs. Donc, on essaie de montrer seulement le minimum et c'est seulement si on accepte de revoir qu'on va envoyer le texte en anglais. Et c'est aussi parce que c'est presque certain que les gens vont pas prendre le temps de tout lire et vont décider sur le résumé et le titre, ok, est-ce que ça c'est mon domaine, est-ce que ça m'intéresse, avant de dire oui pour la révision. Pour être reviewer, quels sont les critères d'acceptation? Ouais, j'ai l'impression que même si vous êtes un thésard, vous avez une certaine expertise. Ça peut être juste très niche, mais vous l'avez. Vous pouvez aussi, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est un peu de mentorship. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr ou un peu inexpérimenté, vous pouvez essayer de faire un rapport et après discuter avec votre superviseur, qu'est-ce qu'ils en pensent aussi. C'est une bonne façon d'apprendre. Et encore une fois, je recommande ça parce que tout ce que vous apprendrez en tant que réviseur, c'est valide en tant qu'auteur. Si vous savez ce qu'ils regardent, si vous savez ce qui est important, vous saurez y faire attention la prochaine fois que vous écrivez un article. Donc, encore une fois, c'est ma recommandation.
Et c'est pour ça que je partageais ce peer review course parce que honnêtement, si vous regardez la course, vous aurez une petite idée de ce qui est recherché. Et même si vous avez l'impression, ben moi j'ai pas publié avant, donc comment est-ce que je peux prétendre être un réviseur? Juste une nouvelle paire d'œils, une nouvelle paire d'yeux, on dit en français, a new pair of eyes checking. Quelqu'un d'autre regarde et voit, ça aide parce que quand vous écrivez votre papier et que ça fait 3 mois que vous voyez les mêmes paragraphes, les mêmes tableaux, c'est sûr qu'on manque des choses. Une nouvelle personne entre et va directement pouvoir dire, ok, là vous avez oublié ça, ou là il manque le titre du tableau, des petites choses. Donc je pense que n'hésitez pas. N'hésitez pas, il y a tout à gagner. Donc ça peut prendre du temps, mais encore une fois, ça vous aide en tant qu'auteur d'être un réviseur. Ce que les éditeurs peuvent faire, parce que souvent ils n'invitent pas trop des gens juniors, parce que la façon dont on trouve des réviseurs, pour être sûr qu'on est dans leur bon domaine, on va regarder leur publication. Donc si vous avez publié qu'une fois ou même jamais publié avant, vous allez juste être difficile à trouver. Donc dans nos journaux, en général sur les sites, on a aussi si vous voulez être volontaire pour, pour être un réviseur, vous pouvez vous inscrire ici, mettez votre expertise, tout ça. Comme ça, les éditeurs peuvent vous trouver directement dans le système. Et souvent, ce qu'on peut aussi dire, c'est, par exemple, votre superviseur, il est très occupé, il n'a pas le temps de faire des révisions, il pourrait se dire, OK, je vais accepter celui-là et je vais avoir mon thésard le faire et je vais bosser avec elle ou avec lui pour avoir un bon rapport qui va leur apprendre à faire des révisions et moi compléter ça aussi. Donc, moi, j'encouragerais tout le monde à le faire. Encore une fois, pour vous donner quelques stats, en 2018, quand j'ai commencé, quand les éditeurs des journaux envoyaient ces demandes pour des révisions, le pourcentage auquel les gens répondaient oui et délivraient un rapport, c'était 50%. Pareil, si on est le journal au top, c'est un peu plus haut. Si on est le journal en bas, un peu moins. En général, c'était 40 à 50% des gens disaient ouais, ok, bon, je vais faire le rapport. Cette année, c'est plutôt 15, 20. Donc encore une fois, pour avoir les 2 rapports, il faut l'envoyer à des quinzaines de personnes. Donc on a vraiment, vraiment besoin de plus parce que on a de plus en plus d'articles qui arrivent, encore une fois, du monde entier. Et on a du mal à trouver des personnes qui aident à faire des révisions. Et souvent, c'est juste le même groupe qui va recevoir encore et encore et encore des invitations parce qu'on sait que c'est des experts, on sait qu'ils parlent anglais, ils l'ont fait avant, mais il faut trouver des nouvelles personnes maintenant. La nouvelle génération ou internationale, ou les deux. Donc, encore une fois, je vous encourage. Si vous êtes intéressé, je peux aussi vous montrer à la fin comment aussi être volontaire via notre plateforme Review Hub. Petite Joanne? précision Ouais. concernant ça, est-ce qu'il faut obligatoirement une thèse? Je dirais que si vous n'avez pas de thèse, c'est peut-être mieux de le faire aussi avec un mentor ou un superviseur. Donc OK, c'est un peu la compensation. C'est peut-être pas tout seul. Mais encore une fois, si vous si vous essayez faites le training, la course, vous pouvez peut-être encore réussir à donner quelques avis. Donc à voir. OK, Alors, merci. certaines publis indiquent le nom des reviewers, ce qui peut être utilisé, valorisé dans les processus de promotion en validant la relecture. Donc ça, c'est très intéressant. On voit aussi, il y a beaucoup de discussions en ce moment autour de l'open science. Et ça, c'est un des aspects. Ça peut dire pourquoi est-ce qu'on cache l'identité des reviewers, pourquoi ne pas divulguer leurs commentaires et qui ils sont et comment tout le procédé s'est passé. Donc, je pense que c'est un bon moyen effectivement de valoriser le fait que ces gens-là ont pris le temps de donner des commentaires en tant que réviseur. Mais ça dépend un peu des cultures et ça dépend un peu en fait, ça dépend des décisions. Si les papiers sont acceptés, ça peut être plus facile de dire: «OK, voilà le nom des réviseurs parce que bon, ils ont aidé». Mais c'est vrai que dans un domaine niche, si vous avez quelqu'un qui est un peu un collègue qui vous dit: «Ah ben non, ça c'est terrible, qui a écrit ce papier?» C'est un peu délicat de après partager leur nom et leur identité. Et on voit beaucoup de ça, par exemple, en Chine où, c'est: «Bah non, moi je peux pas donner d'avis négatif sur les papiers de mes collègues parce que, ça se fait pas». Donc, c'est une bonne question et on voit de plus en plus d'innovation de ce côté-là, de la peer review. Donc par exemple, je sais pas si bon, je vais pas faire de la pub pour, une autre maison d'édition, mais par exemple, il y a une autre plateforme, il s'appelle pas vraiment journal, mais le journal eLife, je sais pas si vous, connaissez. Le concept, c'est que, ils font plus la peer review en disant: «Bon, ben voilà les articles qui sont acceptés et ceux qui sont rejetés». Ils gardent tout en ligne.
Donc, chaque article qui est soumis au journal ou sur cette plateforme, il y aura tous leurs commentaires avec, je pense, l'identité des reviewers. Mais c'est un gros débat. Ils viennent juste Clarivate, qui donne l'impact factor, est en train de les regarder en disant, en fait, nous, on ne peut pas vous donner un impact factor si vous avez des papiers qui ne sont pas validés par peer review. Donc, c'est un peu, OK, on a la transparence, on peut voir ce qui se passe, on peut voir les commentaires des gens, mais du coup, si c'est négatif, est-ce qu'on veut ces papiers en ligne? Donc moi, notre avis, c'est un peu d'avoir de tout. Donc, on encouragerait plutôt la transparence et d'avoir effectivement les commentaires des reviewers aussi publiés ou disponibles. Mais la plupart des journaux, c'est c'est caché pour éviter. On a l'impression que peut-être les réviseurs, si leur nom était divulgué, seraient bien plus gentils. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est là la question. Stéphane, une question concernant la quantité et la qualité du data, le reviewing et l'impact du journal. L'exigence des reviewers peut souvent être perçue comme totalement aberrante par rapport au niveau du journal. On a l'impression que les demandes sont de plus en plus importantes, ce qui oblige de répondre et de véritablement négocier avec l'éditeur. Donc ça, c'est vrai, surtout parce que les réviseurs, ils sont pas rattachés au journal forcément. Donc parfois, on a des membres du board qui sont un peu des gens qui vont faire des révisions, surtout pour ce journal, mais très souvent, ce sont des gens qui reçoivent des papiers de n'importe quel journal. Donc, ils n'ont pas forcément pensé, OK, ce journal a plus d'impact que celui-là, donc il faut que je sois plus ou moins strict. C'est qu'est-ce qui, à mon avis, est intéressant. Donc encore, ça reste un peu subjectif. Et c'est pour ça qu'il y a les éditeurs qui peuvent être au milieu en disant, bon, bah, celui-là, pour notre journal, il est un peu strict. Voilà, ils pensent que ça doit être absolument nouveau, mais bon, je suis pas tout à fait d'accord. Donc parfois, on a des réviseurs qui vont recommander la rejection et l'éditeur va regarder leurs commentaires et dire, bon, en fait, non, avec une major revision, ça devrait être suffisant. Donc, effectivement, il y a un peu de négociation, mais souvent, c'est l'avis de l'éditeur qui est le plus important. Après, par contre, si effectivement l'éditeur dit, ben, mon avis à moi, j'ai vu tous les papiers qu'on publie, j'en vois tous les jours sur mon bureau, mon avis à moi, c'est que ça doit être rejeté. À ce point-là, il n'y a plus vraiment de possibilité de négocier. Encore une fois, juste le niveau de travail, tout ce qu'ils ont à faire, c'est tellement, et on bosse là-dessus, hein, on essaie d'aider, on essaie d'avoir plus d'éditeurs pour que chacun d'entre eux ait moins, mais la quantité, encore une fois, de papier qu'on reçoit, ça grandit de 40% chaque année. C'est très difficile à suivre. Donc, très souvent, si un éditeur décide, bon, ben, cet article-là, je vais le rejeter, ils vont pas vouloir passer plus de temps à changer ses décisions. C'est un peu genre, ben non, en fait, j'ai déjà beaucoup de travail sur ceux qui m'intéressent, sur ceux qui ont des chances d'être acceptés. Je ne vais pas passer beaucoup plus de temps sur ceux que j'ai déjà rejetés. Donc, très souvent, on dit que ce que l'éditeur a décidé est final. Si vous avez l'impression qu'il y a un problème, par exemple, oh, vous me dites ça, mais voilà, c'est pas, par exemple, vous n'êtes pas en train de parler de mon papier. Je pense qu'il y a un problème technique et ça a été mélangé. Ouais, ok, vous pouvez dire à l'éditeur que c'est un problème. Mais si c'est vraiment sur la qualité de la science et que vous recevez une réjection, mon avis, ce serait, il y a des chances que l'éditeur ne change pas d'avis et que vous aurez plus de chances à juste essayer un autre journal. Encore une fois, il y en aura un qui sera du bon niveau. Ensuite, est-ce possible de mettre un préprint dans une archive ouverte avant qu'il ne soit publié dans une des revues d'Azevier? Oui. La réponse courte. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec les préprints. C'est la version de votre manuscrit que vous avez terminé, mais qui n'a pas été peer-reviewed. Donc, ça a été très utilisé à l'époque du Covid pour la vitesse. Encore une fois, on a des journaux, surtout les plus sollicités, qui mettent 3 à 6 mois pour que votre papier soit peer-reviewed, accepté, typeset, publié. Donc, si c'est assez urgent, ce qui a été trouvé, où c'est intéressant, vous voulez déjà le partager et avoir du feedback de la communauté, vous pouvez le mettre sur un préprint. C'est très important de souligner, les préprints ne sont pas peer-reviewed. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Et même si certains sites disent, ah ben non, quand même, il y a un filtre. Voilà, de mon point de vue, c'est un peu comme poster sur Twitter, mais c'est juste tout au même endroit, donc c'est plus facile à trouver. À Elsevier, on les encourage. Donc, on a certains journaux où, quand vous envoyez votre papier, vous pouvez en un clic dire, ah ben je vais aussi le déposer sur le preprint server d'Elsevier. Donc, notre preprint server s'appelle SSN, SSRN. Mais il y a aussi Archive, BioArchive, enfin, il y en a d'autres que vous pouvez trouver. Parfois, c'est des repositories d'université aussi où on vous demande de poser votre article là avant d'envoyer un journal.
je vais en parler un peu dans la partie éthique, mais voilà, c'est quelque chose que on encourage un peu, mais ça dépend vraiment des domaines. Donc, on a des domaines, par exemple en physique, utiliser les préprints, c'est la base, c'est admis, c'est standard. D'autres domaines où c'est quelque chose d'un peu nouveau maintenant, où les gens se demandent, bon, est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut pas ça? Est-ce qu'on veut partager vraiment en ligne de la science qui n'a pas été encore peer-reviewed avec l'impression que ça pourrait être n'importe quoi. Et encore une fois, enfin, la plupart des gens aussi peuvent accéder les préprints gratuitement. Ce qui veut dire que pour quelqu'un, j'ai envie de dire du public, qui peut-être ne comprend pas trop la différence entre le peer review ou pas, qui peut trouver le papier en ligne gratuitement, qui n'a pas été peer reviewed et dire voilà, c'est ça la vérité. Et encore une fois, enfin, si vous avez été sur Internet, vous savez que ça pose problème, ce genre de choses. Alors, je vais regarder un peu mon temps. Non, ça va. Bonjour, j'ai un commentaire et une question. Tout d'abord, je comprends qu'Elsevier reçoit beaucoup d'articles et qu'il n'y a pas tellement de spécialistes, mais à ma connaissance, cela prend plusieurs mois et même plus d'un an. Ils ont besoin qu'il soit publié plus rapidement. Ouais, c'est très difficile d'attendre aussi longtemps et on risque d'être rejeté. En plus, être rédacteur n'est pas si bien vu pour les promotions. Même pour la société, il existe un besoin que les études soient publiées plus rapidement. Quels sont les coûts de publication et comment publier si nous n'avons pas les fonds nécessaires pour publier? Alors la première partie, effectivement, c'est long et c'est difficile, encore une fois, parce qu'il y a un peu cette crise de plus personne ne veut être réviseur. Alors, non, c'est volontaire, ça m'apporte un peu rien, j'ai pas envie de le faire. Alors qu'en fait, c'est encore une fois, si vous voulez publier, vous devriez réviser. Je comprends que vous pouvez pas faire de révision pour tout ce que vous recevez. Je sais qu'il y a des maisons d'édition qui envoient un message par jour à tout le monde en disant hey, vous voulez être réviseur, vous voulez être réviseur, vous voulez être réviseur. C'est pas ce qu'on fait et ça nous a un peu torpillé parce qu'au bout d'un moment, les gens disent juste non à tout. Donc, ça aide à être réviseur. Mon conseil, c'est juste réviser pour 1 ou 2 journaux. Genre ceux dans lesquels vous voulez publier, ceux dans lesquels vous avez publié avant, ceux dans lesquels vous allez envoyer votre papier. Si vous recevez une invitation de ce journal, vous pouvez le faire. C'est mon avis. Et effectivement, 6 mois à 1 an, c'est trop long. C'est trop long. Pour vous dire, on essaie à Elsevier, nos objectifs stratégiques, c'est avoir entre 60 et 80 jours. Donc on parle de 2-3 mois. Si ça passe ça, c'est que le journal est un peu en crise. Et ça arrive très souvent, encore une fois, quand je vous dis, chaque année, c'est plus 40%. Donc même si on a trouvé 5 nouveaux éditeurs cette année, il faut en retrouver 5 l'an prochain et 5 l'année d'après. Et on est juste un peu toujours à courir derrière. Et c'est pour ça que, en général, on essaie de mettre cette information sur les sites des journaux. Parce que, par exemple, un journal peut avoir 6 mois, mais le numéro 1 impact factor. Et un autre journal peut être bien plus rapide, mais l'impact factor est plus bas. Et après, ça laisse la possibilité aux auteurs de décider qu'est-ce qui est plus important pour vous. Est-ce que vous voulez bien attendre 6 mois, mais avoir la chance d'être publié potentiellement dans le journal numéro 1? Ou est-ce qu'il vaut mieux, bon, en fait, l'impact factor, moi, ça m'intéresse pas forcément. Je veux juste que mon article soit peer-reviewed et en ligne, et j'ai 3 mois pour le faire. Je vais plutôt aller sur ce journal qui est un peu plus petit, parce que ce sera plus vite fait. Donc, c'est vraiment, on sait que c'est un problème. Je pense qu'on y travaille et c'est vraiment difficile parce qu'encore une fois, on repose beaucoup sur le volontariat des éditeurs et des réviseurs. Regardant les coûts de publication, j'aurai une slide sur les modèles. Le format standard de publication, c'est gratuit. Donc, vous retrouverez les journaux où vous n'avez pas besoin de payer pour publier, mais les gens vont payer pour lire votre article. Si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour publier, et j'imagine que là, vous voulez parler d'open access, qui est le modèle où vous payez pour publier en tant qu'auteur, il y a des solutions et ça dépend un peu qui est le corresponding auteur et dans quel pays il est basé. Donc, par exemple, pour à peu près tous les auteurs en Afrique, on a une fondation qui s'appelle Research for Life où vous pouvez dire, moi j'ai besoin de fonds, je voudrais publier open access et on va supporter le coût de publication ici. Si on a aussi, très important, beaucoup d'agréments maintenant avec des institutions ou avec le gouvernement pour que eux, les fondeurs et les institutions couvrent les coûts de publication. Donc en France, enfin voilà, je crois que même c'est pour ça qu'on est là. Oui. On a un agrément avec beaucoup d'institutions françaises où le coût de publier open access est déjà couvert. Donc il y a une page, où ouais. Voilà, donc ça c'est la page pour la France.
Mais effectivement, on a une page qui est tout le temps updatée, où vous pouvez voir pour tous les pays quel est le deal qu'ils ont. En fait, c'est très inspiré de comment ça marchait avant avec les subscriptions. En général, les auteurs n'avaient pas forcément à payer eux-mêmes pour un article. Ce qui se passait, c'est l'université va payer beaucoup d'argent pour avoir accès à tous les journaux, tous les articles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour tout leur staff. Et là, en fait, ce qu'on commence à faire, c'est la même chose pour Open Access. Donc, au lieu qu'un individu doive trouver les fonds pour eux-mêmes publier, ben, l'université peut, encore une fois, payer tout un bundle, tout un package pour couvrir non seulement les frais pour lire, mais aussi les frais pour publier Open Access. Le gros challenge avec ça, et ça c'est vraiment la communication à l'intérieur de votre université, c'est que souvent il y a une limite. Donc par exemple, et ça dépend de chaque agrément parce que chaque université peut se permettre plus ou moins d'open access. Johan? Oui, alors je voulais juste préciser ce point-là. En Ouais. France, on n'a pas de limite particulière par Ah, rapport à une institution. C'est une limite globale qui a été vue à la hausse, donc n'hésitez pas à profiter de cet accord-là. J'ai mis le lien en ligne, mais ça concerne tous les établissements d'éducation supérieure et de recherche. Donc mhm, vraiment quasiment tout le monde. c'est ça. Et en fait, ce qu'on réalise souvent quand je visite ou quand je parle avec mes éditeurs, c'est qu'ils savent pas. Ils sont pas au courant de l'accord et qu'ils n'ont pas payé eux-mêmes. Donc ce qu'on a fait à Elsevier, alors, je vais finir mon premier commentaire d'abord. On a certaines institutions où il y a une limite, par exemple, et c'est oh, ben, vous pouvez publier 500 articles open access. Donc, c'est important de savoir, quand arrive la fin d'année, OK, est-ce que vous êtes l'auteur 499 ou 501? Vous aurez la fille ou pas? Et ça, c'est votre institution qui peut vous le dire, pas nous. Donc, c'est important de vérifier aussi ça. Euh, donc, on a de plus en plus de ces agréments où les frais sont couverts. Donc, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Et ce qui se passe, c'est que quand vous envoyez votre article, nos systèmes vont vous dire tout ça. C'est-à-dire que c'est basé sur l'auteur correspondant, donc le premier auteur. On va demander quelle est votre institution et on peut vous dire tout de suite. Donc même si vous ne savez pas que vous n'avez jamais entendu parler, le système va vous dire non, non, vous n'avez pas besoin de payer. Hop, c'est bon. Vous êtes accepté et vous n'allez pas recevoir d'invoice. Et ça peut être, par exemple, mettons qu'avec avec votre deal pour Elsevier, vous avez une réduction de 50%, mais vous faites aussi partie d'une société qui travaille avec ce journal, qui a un deal où c'est 70% de réduction. Mais on vous montrera le meilleur deal. On dira, ah, si vous êtes partie de cette société, vous pouvez, donc ça ne s'ajoute pas, mais on vous montre le meilleur deal. Donc pareil pour ce que je disais avec Research for Life, si le premier auteur est valide pour Research for Life, on va aussi leur dire. Donc, c'est beaucoup d'informations. Regardez en ligne, on peut vous envoyer le site, ça s'appelle, si vous cherchez sur Google, Open Access Elsevier Agreement, vous le trouverez pour tous les pays. Et une fois que vous cliquez, il y aura qu'est-ce que le deal inclut et quelles sont les universités inclus et quels sont les journaux inclus. Donc toute l'information est là. Oui, et du coup, je vais envoyer le site de Couperin, donc qui concerne la France. Donc, vous allez avoir toutes les revues éligibles et vraiment toutes les informations là-dessus. Et nous, on organise aussi des sessions de webinaires qui répondent à toutes vos questions par rapport vraiment à cette partie spécifique pour qu'il n'y ait aucun point d'ombre. Donc, pareil, Mhm. je vous encourage à avoir ces ressources. Alors, les autres questions. Qu'est-ce qu'il convient d'écrire dans la lettre à l'éditeur? Ça peut être écrit dans le guide pour auteurs, ce que les éditeurs veulent. Souvent, ce qui est recommandé, c'est mettre en avant pourquoi votre article est intéressant et nouveau. Donc ça peut être aussi dans l'article, par exemple dans votre introduction ou la conclusion de la discussion, mais c'est bien de le mettre en avant en disant voilà, on a fait cette recherche parce qu'on pense que c'est très intéressant parce que ces points-là, et on voulait votre journal parce que ces points-là. Donc c'est un peu comme une cover letter, une lettre de motivation. C'est expliquer pourquoi vous êtes intéressé dans ce journal, pourquoi votre article est un bon match et pourquoi votre article est intéressant. C'est ce que je recommanderais. Si vous avez aussi des questions un peu doutes, si on passe via l'éthique, vous avez peut-être vous n'êtes pas sûr. Donc, par exemple, oh, dans ce qu'on disait, j'ai été rejeté de ce journal, mais j'ai les commentaires des reviewers, voilà ce qu'ils ont dit, je les ai ajoutés dans mes fichiers. Donc, ça peut être n'importe quoi que vous voulez commander, vous voulez dire à l'éditeur, c'est possible. Par exemple, si vous avez peur que votre préprint soit considéré une duplication, vous pouvez leur dire, au fait, j'ai un préprint. Et voilà, et c'est sur ce site-là. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, tout ce que vous voulez dire à l'éditeur, je conseille de le mettre dans la lettre. Mais encore une fois, la recommandation, le but de la lettre à l'éditeur, c'est de dire pourquoi votre article est intéressant, pourquoi leur journal est intéressant et pourquoi c'est un bon match.
Et franchement, ce qu'on voit, c'est que parfois, les éditeurs reçoivent des lettres qui disent oh, votre journal est très intéressant et c'est pas le bon nom de journal. Donc bon, ça aide pas. Par exemple, faites pas ça. Après 2 ou 3 rounds de révision, n'est-ce pas finalement le rôle de l'éditeur de trancher et proposer des modifications plutôt que de demander de nouveaux reviewers? Exactement. Donc ça dépend si on en est en général, comme vous dites, après 2 ou 3 rounds de révision, vous êtes déjà probablement dans les minor revision. Donc il y a un moment, il y a plus besoin d'envoyer encore au réviseur et l'éditeur peut regarder et dire bon bah mon impression c'est que l'auteur a bien répondu à tous les commentaires, donc on va accepter l'article. Donc effectivement, et ça, juste ne pas les renvoyer juste pour que le réviseur dise yes, ok. On le fait assez souvent parce que, encore une fois, on va gagner peut-être 2 mois sur cette décision si l'éditeur peut dire bon, bah, voilà, j'étais assez d'accord avec les commentaires, ils ont tous été répondus, surtout quand c'est des minors. Ouais, c'est souvent le cas. De la même manière, est-il possible de créditer les reviewers sur ORCID? Je sais pas si c'est déjà fait. Je sais que nous, à Elsevier, on a une plateforme Reviewer Hub où on peut voir toutes vos activités de review sur les journaux. On peut avoir un peu des certificats et c'est comme ça qu'on va donner accès gratuitement à Scopus et Science Direct pour les reviews que vous avez fait. Je suis pas sûre que ce soit forcément lié à ORCID, mais c'est une grosse question en fait. En ce moment, c'est voilà, comment est-ce qu'on incentivise comment est-ce qu'on value la révision et le fait de faire des révisions autant que publier? Parce qu'encore une fois, très souvent, on dit, ben voilà, pour avoir votre PhD, vous devez publier un papier, mais jamais faites de révision pour avoir la même chose. Et en fait, le gros problème de ça, c'est que c'est très facile de suivre la quantité, mais la qualité, c'est bien plus difficile. Donc, par exemple, je peux vous dire, OK, cette personne dans notre système pour ce journal, on lui a envoyé 10 invitations et il a fait 5 rapports. Mais est-ce que les rapports étaient bien? C'est vraiment difficile. Est-ce que c'était 2 lignes qui disaient non, c'est nul, arrêtez de m'envoyer des invitations? C'est possible, je verrai toujours 5. Donc, c'est seulement les éditeurs qui peuvent dire, voir les rapports et dire oui, ça c'était très bien, c'était vraiment constructif, je vais rappeler cette personne. Donc, on essaie dans nos systèmes d'avoir des notes où les éditeurs peuvent dire 100%, ça c'était très bien. Parfois, ils vont écrire un mot même au réviseur en disant c'est vraiment super. Parfois, ils vont être aussi invités à écrire un papier qui peut être publié dans le journal. Mais encore une fois, comment motiver les reviewers à faire des reviews, c'est une grosse question et c'est une des grosses choses sur laquelle on travaille à Elsevier parce que ça doit être reconnu, mais on n'a pas encore le système pour vraiment mesurer la qualité. Parce que la seule façon de le faire, c'est avoir les éditeurs prendre le temps de le faire dans nos systèmes, et c'est juste encore plus de boulot pour eux, quoi. Mais on y travaille, on y travaille. Baptiste demande, j'ai pas bien compris si le nom des auteurs était donné aux réviseurs ou non. Ça dépend des journaux. Donc en général, ça s'écrit dans le guide pour auteurs. Si c'est double blind, ça veut dire que le nom des auteurs n'est pas donné aux réviseurs et vice versa. Mais si c'est single blind, seulement le nom des réviseurs est caché. Le nom des auteurs est donné. Ça peut être pour plusieurs raisons. Par exemple, parfois, quand c'est un domaine un peu petit, encore une fois, un peu niche, on veut donner le nom des auteurs pour éviter des conflits d'intérêts. Parce qu'on peut inviter un réviseur et cette personne peut avoir travaillé avec l'auteur avant et même si on n'a pas le nom, réaliser que c'est eux parce que voilà, c'était dans la même université. Donc c'est pas mal de donner le nom des auteurs parce qu'ensuite on peut juste dire ah ben moi en fait je connais cette personne donc je peux pas faire la révision parce qu'il y a conflit d'intérêt. C'est une des raisons. Bonjour, le problème des reviewers n'est-il pas simplement financier? Il faut payer pour être publié pour les articles, mais le travail des reviewers est non seulement volontaire et non valorisé. Cherchez l'erreur. C'est une grosse question, ça aussi. Et tout le monde se pose la question tout le temps. Enfin, depuis qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on ne paye pas les réviseurs? Je vais vous parler un peu d'éthique si on a le temps, et je pense que c'est aussi un mélange de ça, parce que je pense que si on commence à mettre un incentive financier, il y a beaucoup de chances que ce soit abusé. Et encore une fois, ça se pose beaucoup de questions. Par exemple, combien vous paierez un réviseur? Est-ce que vous paierez la même chose pour quelqu'un qui review pour le lancer ou quelqu'un qui review pour un petit journal? Et du coup, pourquoi est-ce que quiconque ferait des révisions pour un petit journal s'il peut avoir 500 € s'il review pour le lancer? C'est fini. Plus jamais les petits journaux. Ensuite, comment est-ce qu'on finance tout ça?
Parce que, par exemple, pour un modèle très simple, si on prend un journal qui est open access où vous devez payer déjà 2 000 € pour être publié, on prend ces 2 000 € seulement sur les papiers qui sont acceptés. Si on rejette la moitié, il faut quand même payer les réviseurs qui ont bossé dessus. Donc bon, bah, OK, on a 2 papiers, il y en a un qui est accepté, voilà, ça fait 2 000 € et on a payé 500 et 500, donc c'est déjà 1 000 € de partie pour la révision, et l'autre on l'a rejeté, mais on l'a aussi revu. Du coup, on a payé 500 et 500 et on l'a revu et on a mis 0 $. Ça fait 0 $ à la fin. Donc c'est un peu le problème, c'est qu'on on s'est posé la question beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, et encore une fois, Elsevier, ça fait 400 ans non, peut-être 300, allez, qu'on est dans la publication scientifique. Beaucoup de gens se sont posé ce problème et on dit: «On peut faire mieux», et en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que la plupart des maisons d'édition ont tous le même modèle, parce qu'en fait, encore une fois, quand on commence à se dire: «OK, pourquoi ne pas payer les réviseurs? Ça marcherait bien mieux», on rencontre plein de problèmes. On rencontre plein de problèmes, et mais on sait qu'il faut innover, on sait qu'il faut innover. Donc il y aura peut-être qu'un des journaux ou une des maisons d'édition va essayer. C'est possible. Mais encore une fois, ça pose tous ces risques. Il y a des gros risques, bon, bah, pour, contrebalancer ces papiers qui sont revus mais pas publiés, donc on fait pas d'argent dessus, on va juste monter tous les prix. Pas une bonne solution. Pour, voilà, si, un journal paie plus qu'un autre, bon, bah, on va tous revoir pour celui-là. Donc c'est compliqué. Hem et oui, enfin, c'est vraiment le feedback qu'on reçoit de tous les réviseurs, c'est, bah, c'est du travail, ça prend du temps, pourquoi je le ferais gratuitement? Et donc c'est encore une fois mon point de vue de, bah, si vous publiez, vous devriez aussi réviser, juste parce que voilà, ce qui serait parfait, ce serait que la façon dont on reconnaît les gens qui ont publié en disant encore une fois: «Oh, vous avez 3 publications dans le top journal, c'est fantastique». Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même vague quand on dit: «Ah, ben j'ai fait 3 révisions pour le top journal». Pourquoi ça, c'est pas fantastique? Et le problème, c'est que ça demande un changement de systémique de tous les acteurs. Donc les universités, les fondeurs, ceux qui donnent les grants, les maisons d'édition. Tout le monde doit être d'accord pour dire, bah, à partir de maintenant, on va mesurer la qualité des révisions et on va donner plus d'incentives pour ça. Il y a pas mal d'articles en ligne. Je sais pas si vous avez accès à The Scholarly Kitchen. Hem, Beaucoup de débats là-dessus. Et encore une fois, il y a des journaux, il y a des maisons d'édition qui essaient d'innover là-dessus, qui disent: «Bon, bah, nous, ce qu'on va faire, c'est que pour notre journal, on aura un board qui sont, juste 30 personnes, on va les payer, mais ils font toutes les révisions pour tous les articles», par exemple. Donc il y a des essais, mais pour l'instant, personne n'a vraiment trouvé la solution. Ça peut changer, ça peut changer, et je comprends la frustration. OK, alors il nous reste 15 minutes sur le 15 temps. minutes, ouais. Il n'y a pas de questions dans le Q&A, j'espère que j'ai C'est bon. répondu à la plupart. Ouais, merci beaucoup. J'ai que quelques slides, je vais passer vite fait, et si vous avez plus de questions là-dessus, on peut aussi en discuter. Donc sur l'éthique, hem, en résumé, c'est très important, tout le monde est responsable, et laisser passer des comportements ou des papiers fraudulents, ça juste déstabilise toute la réputation de la science et de la médecine. Encore une fois, si vous êtes en médecine, récemment aussi, vous avez pu entendre des conversations j'ai envie de dire, du public, où c'est: «Mais non, mais la science, c'est n'importe quoi de toute façon maintenant, moi j'y crois pas», voilà, conspiracy terroriste et what not. Donc c'est très important, et juste avoir, encore une fois, avoir un faux papier détecté qui disait des résultats sur lesquels les gens se sont basés, ça peut avoir des conséquences, dramatiques et vraiment mortelles. Il peut y avoir des gens qui font des décisions en disant: «Ben, moi, j'ai pas envie de prendre cette drogue», ou «J'ai pas envie de prendre ce» drogue, c'est la traduction, pardon, «ce médicament. J'ai pas envie de prendre ce médicament parce que j'ai vu en ligne ça et ça», ou «Moi, je veux prendre celui-là parce que j'ai vu en ligne que c'était correct et que ça allait m'aider», et en fait, pas du tout. Donc c'est vraiment très important, le peer review process doit aider à ça, et le problème qu'on a, c'est que beaucoup l'éthique repose sur, surtout l'éthique en publication scientifique, elle repose sur l'honnêteté des auteurs. On assume que les gens veulent pas causer de mal. Et encore une fois, avec l'incentivisation de la publication, on voit que c'est un problème maintenant. Si on vous dit, ben, en fait, si vous faites partie des auteurs les plus cités globalement cette année, vous aurez une prime de 10 000 €. Bon, bah, il y a des incentives pour essayer de tricher, d'ajouter des citations là et là, demander à vos collègues de citer vos papiers, parce il y a une raison de tricher. Et encore une fois, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup de faux papiers, beaucoup de choses envoyées parce que c'est, bah,
Moi, j'ai besoin de 3 papiers pour être, moi, je suis un docteur, j'ai besoin de 3 papiers pour être, promu ou pour garder mon poste. J'ai pas le temps de faire ces recherches. Je vais juste tout fabriquer et espérer que personne peut le réaliser. Donc ce qu'on fait à Elsevier, c'est que maintenant on est un peu la police, c'est notre rôle de vraiment détecter tout ça et de créer des outils qui peuvent aider nos éditeurs, les auteurs et les reviewers à décider, mais en fait, ce papier, il y a quelque chose va pas, et à détecter ces problèmes. Donc le type de fraude qu'on voit, c'est complètement fabriquer un papier et des résultats, mais aussi du plagiat, donc prendre des choses un peu publiées, surtout dans des journaux locaux, dans différentes langues, copier, coller tout ensemble et hop, envoyer ça comme c'est une nouvelle recherche et c'est moi qui l'ai fait. Ou des soumissions de publications qui ont déjà été publiées, qui sont juste entièrement recopiées et envoyées. Des conflits d'intérêts et ouais, auteurat, c'est un mot français, authorship, et des problèmes d'auteur. Donc, j'ai mis ici un symbole qui s'appelle cross-check. En fait, je voulais dire qu'on développe beaucoup de nouveaux systèmes pour détecter tout ça. Donc maintenant, on peut détecter immédiatement si un papier a été envoyé à un autre journal en même temps et tout rejeter. On peut détecter les parties qui ont été copiées d'autres papiers qui sont soit soumis, soit publiés. Vraiment, tout est scanné et on peut dire directement, ouais, ce papier, il a été copié avec ces 3 papiers ensemble. Et les éditeurs vont le rejeter, mais aussi, clairement, on peut dire à votre institution, cette personne essaie de tricher. Cette personne a envoyé des faux papiers à notre journal, vous devriez le virer. Les conséquences pour agir volontairement de façon fraudulente sont énormes. Vraiment, ça peut ruiner toute votre carrière. Vous devez changer de job. Donc, ne soyez pas tentés, ça vaut pas le coup. J'ai une slide sur l'autorat qui dit un peu, pour être un auteur, quels sont les critères. Je vais pas passer trop de temps dessus. Mon point principal, c'est décider avant d'envoyer votre papier. Discuter avec tous les gens qui ont participé à la recherche de près ou de loin, qui sera auteur, qui sera listé, dans quel ordre, qui est l'auteur correspondant, décider avant d'envoyer votre papier. Parce que ce qu'on voit, c'est encore une fois des gens qui écrivent à l'éditeur en disant « Ah ben moi j'ai participé à la recherche, je devrais être listé ». On n'en sait rien, nous. On n'a pas la possibilité de vérifier est-ce que cette personne a vraiment participé au design, à l'acquisition du data, est-ce que cette personne devrait être listée ou pas. Et donc après, c'est des investigations avec les universités, ça prend des mois, ou juste on rejette. Et un gros problème qu'on voit pareil, il faut décider au début, parce que si on accepte un article et quelqu'un nous dit « Ah, en fait, j'ai oublié un auteur », ça, on n'accepte pas. C'est un red flag de fraude de dire « Ah ben, ajoutez tous ces gens une fois que mon papier est accepté ». Encore une fois, il y a des gens qui payent pour être listés auteur sur un papier qui est accepté. Donc ça, c'est un red flag et on se dit « Oh là, si ça arrive, vaut mieux tout rejeter, encore une fois ». Donc prenez pas de risque, mettez-vous d'accord avant d'envoyer le papier. Et finalement, ma dernière slide sur l'intelligence artificielle. Voilà notre policy. Sur l'intelligence artificielle, vous avez le droit d'utiliser des modèles LLM de ChatGPT et d'intelligence artificielle pour améliorer la grammaire et la compréhension de votre article. Ne mettez jamais tout votre article dans un système, surtout un système externe. Si vous mettez ça avec OpenAI, ils le possèdent. Genre, ils ont copyright. L'algorithme va s'en servir et le partager avec le reste des utilisateurs. Donc vraiment, pensez à 2 fois. Est-ce que je veux que toute mon information qui est dans cet article soit dans ce système maintenant? Donc c'est possible, par exemple, surtout si vous ne parlez pas anglais très bien, voilà, pour l'introduction, pour la conclusion, c'est ah, cette phrase, elle est pas ouf. Je vais demander à l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut améliorer la grammaire, améliorer l'anglais là-dessus? C'est autorisé. Il faut juste que vous ajoutiez un statement, donc c'est un peu dessous maintenant. Quand vous publiez votre article, il y aura une question qui vous dit est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle? Vous pouvez dire oui, nous avons utilisé dans la conclusion pour améliorer l'anglais. Voilà. Encore une fois, ça repose à 100% sur l'honnêteté des auteurs. Juste dites-le. C'est interdit d'utiliser l'intelligence artificielle pour interpréter les résultats. Encore une fois, mettez pas vos chiffres là-dedans en disant qu'est-ce que ça veut dire. Il y a beaucoup d'erreurs. Encore une fois, même l'intelligence artificielle assez avancée, ils peuvent vous dire n'importe quoi. Il y a des hallucinations, voilà. Et surtout, il y a l'idée de responsabilité. Encore une fois, sur ma slide d'avant, pour l'autorat, une des versions très importantes, c'est que les auteurs sont responsables de tous les aspects de la recherche. Donc, si vous dites dans votre recherche, ce médicament va guérir le cancer,
et qu'en fait il le guérit pas, vous serez responsable. Et on peut pas dire ah ben non mais c'est l'intelligence artificielle qui me l'a dit. Ça marchera pas. C'est vous qui irez en justice. Donc encore une fois, l'intelligence artificielle ne peut pas être listée en auteur, mais vous devriez le dire. Voilà, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour faire ça, pour améliorer la recherche, pour améliorer la grammaire. Et très important, la dernière phrase, n'utilisez pas l'intelligence artificielle pour faire un rapport de révision. Il y a des chances que on y travaille, qu'on fasse qu'il y aura une maison de publication, c'est sûr, qui va le faire, qu'on fasse un assistant ou un produit protégé où on puisse utiliser certains des aspects de l'intelligence artificielle pour aider les réviseurs. Mais aujourd'hui, vraiment, ne faites pas ça. D'abord parce que c'est pas votre recherche. Si vous êtes réviseur, c'est un auteur qui a fait ses découvertes, et mettre son papier en entier dans un système de recherche externe qui va encore une fois, ok, maintenant on possède ça. Faut pas faire ça. Pareil, les recommandations et les rapports qu'on voit, enfin, on envoie des rapports qui ont été faits par l'intelligence artificielle, on peut les détecter. Et encore une fois, il y a des choses où les références sont inventées. On dit ah oui, ça dit dans ce papier publié en 1999 que ça c'est faux. Et en fait, quand on cherche ce papier, il n'existe pas. Donc vraiment, en ce moment, l'intelligence artificielle, c'est un non. Surtout pour le rapport de révision. Et encore une fois, ça répond à la question pourquoi est-ce qu'on ne paye pas les réviseurs. Ça, tous les réviseurs qui vont dire ah ben moi, hop, 500 $, je mets ça dans le système, j'envoie, c'est bon. C'est aussi un gros problème. Donc voilà, c'est possible que plus tard, il y ait des AI peut-être développés par les maisons d'édition elles-mêmes qui sont safe et où on peut avoir un peu déjà du feedback, peut-être même que sur la grammaire ou sur l'auteur. Ou voilà, c'est possible. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc tout est en ligne. Encore une fois, si vous regardez sur le site des auteurs, vous pouvez voir à peu près notre policy et comment elle évolue. Donc ça peut changer. Mais en ce moment, c'est un gros challenge parce qu'on en voit et on peut les détecter. En général, on peut les détecter. C'est s'il y a des choses bizarres, c'est que c'est l'intelligence artificielle. Mais oui, c'est vraiment un challenge en ce moment et c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Donc voilà à peu près où on en est. Je pense que je vais m'arrêter là et me concentrer sur les questions. J'avais cette dernière slide, mais on en a déjà parlé entre le subscription et l'open access. Et je voulais juste mettre ces deux sites. Donc, on a un site internet ressources pour auteurs, tout est gratuit. Je vous encourage à aller le voir. Et surtout, notre site Researchers Academy. Bon, c'est en anglais, il y a aussi en chinois, mais il y a des modules gratuits pour toutes les étapes de votre recherche. Donc, en fait, cette présentation que je vais vous faire en 1h30, ça pourrait être 28 heures si vous savez ça, où vous pouvez voir chaque étape de préparer votre recherche, l'écrire, la publier, faire le peer review process, mais aussi, une fois que c'est publié, comment la promouvoir. C'est tout là-dessus, c'est tout gratuit. Je vous encourage à aussi à aller voir ça si vous êtes un peu bloqué. Et c'est sur ce site que notre Certified Peer Review course est aussi. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres questions, surtout sur, encore une fois, l'intelligence artificielle ou même la peer review, des choses qu'on a parlé au début, on a 7 minutes. Alors, je vais regarder ce qui est dans le Q&A. En tant que réviseur, nous avons peu souvent retour sur la décision finale de l'éditeur. Ne serait-il pas possible d'avoir l'information publiée, non publiée? En général, on fait ça. On envoie, même il y a des templates automatiques pour dire oui, voilà notre décision. On hésite un peu à le faire toujours pour ceux où la décision est différente. Donc, par exemple, si un réviseur nous dit ben, moi, je pense qu'il faut rejeter ce papier, et que vous revenez en disant bon, bah, finalement, on a dit minor revision. Bon, certains sont un peu froissés. Donc, ça dépend. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer un peu, surtout que ça pourrait être presque automatique. Enfin, voilà. Si on presse le bouton accepter, ce serait possible de notifier les reviewers en disant hey, ce papier que vous avez révisé, il est maintenant en ligne, voilà le lien. J'ai l'impression que ça pourrait se faire un peu plus facilement que ce que c'est le cas. Donc, pour moi, c'est une bonne idée. Donc, pas tout à fait encore. Certains journaux vont avoir un système plus ou moins automatique. Certains éditeurs vont prendre le temps d'écrire aux réviseurs, mais c'est pas encore tout à fait le standard, effectivement. Nathalie, quel logiciel gratuit vous conseillez pour qu'avant d'envoyer notre article, nous fassions nous-mêmes un screening? Je me copie-colle souvent pour des méthodes ou une partie de l'intro. J'ai eu une mésaventure avec Elsevier à ce sujet. Juste
Je, Ouais. Madame Fournier, je vous laisse Ah oui, bah, c'est votre vous question. unmute si vous voulez, Ouais. parce que je vois que vous avez levé la main. Mmh mh. Oui, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. Ouais. Oui. Non, non, c'était la même question, mais j'étais perdue entre, discussion ou questions et réponses. Donc en effet, enfin, ça s'est «récupéré» entre guillemets parce qu'après Mmh mh. je m'en suis expliquée et du coup j'ai changé, tout simplement changé l'anglais. Mais c'est vrai que j'avais pas conscience, c'était il y a 2 ou 3 ans, d'avoir fait du plagiat. Non. Je citais bien ma propre, référence, mon Mmh. travail, mais c'est vrai que pour une partie de l'intro et puis surtout pour méthode, bah, j'avais quasiment fait Exactement. du copier-coller quoi Mmh mh. et cross, check, Ouais. ne m'a pas loupé. Effectivement, parce que, bon, bah, surtout les méthodes, bon, bah, c'est la façon de le faire. Oui, Voilà, il va voilà. pas me paraphraser et expliquer d'une autre façon. Alors, les recommandations qu'on donne à nos éditeurs et encore une fois, les éditeurs ont plus ou moins d'expérience et sont plus ou moins familiers avec nos outils, mais on a ces discussions très souvent. Voilà, moi, je leur parle tous les mois à mes éditeurs. On parle surtout de ce challenge maintenant parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours un nouveau, un nouveau challenge en éthique. Donc le plagiat, effectivement, avec cross-check, ça peut dire, ben, voilà, toute cette partie, elle est copiée d'une autre publication. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est que si le plagiat est au-dessus de 30%, c'est là qu'il faut regarder. Parce que très souvent, si c'est en dessous, bah, ce qu'on va voir, c'est les citations. C'est une phrase ici, une phrase là, machin. Donc si c'est au-dessus d'un certain taux, ils peuvent regarder dans un rapport spécial et ils vont voir d'où ça vient. Donc pareil, parfois 30%, si c'est que les méthodes, bon, bah, ça devrait être OK. Si Oui, on c'est voit que vrai, c'est ouais, tout un tableau copié, bon, bah, là, c'est un autre problème. Tous les moi résultats, j'avais et cetera. 40% et j'avais beaucoup de méthodes et une bonne partie de l'intro parce que c'était vraiment la suite de l'étude précédente et voilà quoi, Voilà. j'avais même pas changé l'anglais ni rien du tout quoi. Ouais, ouais. Donc ça peut passer. Après, il y a des éditeurs et c'est un peu ça dépend sur qui vous tombez aussi. Ils peuvent dire, ben voilà, là, il y a quand même un haut pourcentage. Est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Ou d'autres qui vont dire, bah, c'est juste les méthodes, c'est comme ça que c'est fait. Du moment que c'est bien référencé et en plus, c'est votre papier avant, ça passe. Donc, encore une fois, il faut penser qu'ils en voient beaucoup. Et Ouais, très souvent, quand il y a un taux qui est problématique, c'est qu'il y a un problème. Mais exactement comme vous dites, n'hésitez pas. Si vous recevez une rejection qui dit, bah non, ça c'est un plagiat, vous avez copié d'un autre papier. Si vous savez que c'est votre propre papier et c'est la méthode, vous pouvez revenir vers l'éditeur en disant, ah ben, en fait, je pense que c'est ça le problème. Est-ce que je peux réenvoyer après avoir changé deux trois choses? Et c'est vrai que pour les méthodes, moi je dis à mes éditeurs, voilà, utilisez votre, voilà, le bon sens. C'est qu'effectivement, si c'est ça la méthode et que c'est la même, tu vois, la même chose a été faite, bah, pour moi, ça passe. Donc c'est très important d'accord, pour les outils de plagiat. Ce que je leur dis, c'est pas voir un chiffre et je rejette directement. C'est si vous voyez un chiffre, vous allez voir le rapport, vous regardez d'où ça vient. Est-ce que c'est un préprint? Non. Est-ce que ça vient d'un site, d'une université qui demande, un repository et cetera? Donc c'est plus de travail, ça prend plus de temps. Mais effectivement, ça peut éviter une rejection un peu, injuste. Donc si ce problème vous arrive, n'hésitez pas à écrire à l'éditeur en disant: «Bah, voilà, c'est juste les méthodes, c'est probablement pour ça, je les ai copiées de ce papier. Est-ce que ça va parce que je l'ai bien cité? Ou, est-ce que vous préférez que je change un peu la les phrases?» Parce que pour moi, paraphraser pour paraphraser, surtout des méthodes, ça apporte pas grand-chose. Mais bon, ça c'est mon avis. d'accord, OK, bon. Ouais, On laisse d'accord, les bah, éditeurs, décider eux-mêmes. c'est bon à savoir parce que du coup, moi, j'avais fait comme ça. J'avais compris avec le Mmh. rapport, en effet, que je m'étais copié moi-même, machin, et que ça Ouais, n'allait pas. Et du coup, bon, j'avais autre chose à faire, donc j'ai fait autre chose. Et puis 3 mois après, je suis revenue en m'expliquant et en ayant changé l'anglais, peut-être ce dont voilà, j'aurais pu m'affranchir, quoi. Et, c'est et ça. qu'est-ce que vous auriez comme logiciel, enfin, qu'est-ce que vous conseillez comme logiciel parce que Crosscheck, bien sûr, bah, j'ai compris, Ouais, ça c'est accessible que, enfin, aux maisons d'édition. ouais. Qu'est-ce que vous conseillez comme logiciel, si possible, gratuit pour nous déjà faire un travail Je suis préliminaire quoi, ce Ouais, screening? je suis pas sûre que ce soit disponible. Aussi parce que, on utilise aussi quelque chose qui s'appelle Eathenticate. Je suis pas sûre si ça c'est disponible ou si c'est que pour nous. Mais il faut penser que, encore une fois, il y a des personnes qui veulent tricher. Donc vous, Oui, c'est accidentel. Mais si on oui, donne accès à un système qui dit: «Hey, voilà tous les changements que vous avez faits pour passer de, 50 à 10 on va ouais, juste en paraphrasant et paraphrasant et paraphrasant, on fait croire que c'est une nouvelle publication, surtout encore une fois maintenant avec l'intelligence artificielle et juste écrit ça, mais change toutes les phrases que le système puisse plus le détecter, il y a un risque pour nous.
D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'on donne pas vraiment accès aux auteurs mais encore une fois, si ça vous arrive et que vous êtes rejeté et qu'on vous dit: «Oh, vous avez copié un autre papier» et que vous savez: «Ah mince, c'est ma méthode, c'est mon papier précédent», vous pouvez réécrire à l'éditeur. Vous pouvez leur dire: «Ah, c'est probablement ce qui s'est passé», parce que maintenant vous savez que voilà, c'est nos systèmes automatiques vont envoyer un red flag, mais parfois, il faut double checker pour dire: «En fait, bon là, ce cas-là, ça va». Et pour les D'accord, méthodes, effectivement, surtout si c'est les méthodes et si c'est votre papier avant, il y a des oui. chances que ça passe. Il y a des chances que ça passe. Ok, merci beaucoup pour tous ces Pas de problème, renseignements. Merci. merci. Hem, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut spécifier dans le cover letter pour éviter les soucis? Johanna, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de quoi vous parliez, qu'on peut spécifier dans le cover letter. Est-ce que c'est ce qu'on vient de discuter peut-être sur, Oui, la exactement. méthode? Ouais, bah, oui, je recommande. Encore une fois, si vous avez des doutes, juste mettez-le. Parce que comme ça peut vous sauver du temps, ça peut éviter parce que voilà, encore une fois, vous pouvez envoyer votre papier et comme a dit, madame Fournier, c'est bon, bah, vous vous envoyez votre papier, 2 semaines plus tard, c'est rejeté et vous faites autre chose et 3 mois plus tard, ah ben mince! Alors que, voilà, si vous aviez mis directement dans votre lettre: «Oh, il y a des chances que, ça vienne peut-être, parce que voilà, c'est ma méthode, c'est mon papier, machin». Après, je comprends que comme disait, madame Fournier, c'est que, beh, si vous n'avez pas vous-même l'outil pour dire: «Ah ben ça va être flagué», vous savez pas forcément que ça va être le cas. Donc je dirais, en cas de doute, juste mettez-le, une phrase en disant: «Voilà, j'ai pris cette méthode de ce papier que j'ai publié avant, c'est la même méthode, est-ce que ça vous va ou est-ce que vous préférez que je change de vocabulaire?» Comme ça, en plus, ce qui est la bonne façon de faire ça, surtout pour les problèmes éthiques, c'est que ça montre votre honnêteté. Ça montre que vous n'êtes pas en train d'essayer de tricher. Si vous dites déjà: «OK, ça j'espère que je suis pas en train de plagiariser parce que voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça». Voilà, l'éditeur va pas penser: «Oh cette personne, elle essaie de tricher et de détourner de nos systèmes». Voilà, ça montre que vous êtes honnête. Donc j'encouragerais de faire ça, oui. OK, dernière question pour aujourd'hui. Pour l'anglais, est-ce que DeepL est autorisé? Je connais pas DeepL moi. Est-ce que tu connais DeepL, Johan? Oui, c'est un traducteur qui s'aide de l'intelligence artificielle pour pouvoir traduire, tout simplement. Donc je pense que oui. Encore une fois, essayez d'être raisonnable sur ce que vous mettez dedans. Donc si c'est bon, bah voilà, j'ai mis un peu mon introduction, quelques phrases, est-ce qu'il y a une façon de les améliorer? Est-ce que l'anglais est correct? Je pense que ça va. Mais si vous mettez votre papier en entier en disant améliorer l'anglais, c'est plus un problème. Donc en général, tout ce qui est data, résultats, tout ça, le mettez jamais dans un système d'intelligence artificielle. Euh, et enfin, je peux donner un exemple très spécifique, mais par exemple en physique, je parlais des préprints plutôt. Pourquoi les préprints sont très importants en physique? Parce qu'il y a une notion de je suis le premier à découvrir ça. Donc par exemple, hey, je suis le premier à découvrir cette étoile, je vais lui donner mon nom. Génial. J'écris mon papier qui dit voilà, j'ai été le premier à découvrir cette étoile, je le mets sur un préprint parce que comme ça c'est daté et je suis le premier. Si vous mettez ce papier dans l'intelligence artificielle et que 2 jours plus tard quelqu'un cherche oh j'ai vu cette étoile, boum, ça va venir en disant ah ben oui elle est là exactement. Et il n'y a plus enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est genre bah, maintenant c'est admis et prouver que c'était vous le premier qui l'avez trouvé, c'est très difficile. Donc encore une fois pour moi vous pouvez utiliser ce genre d'outils pour améliorer la grammaire, le vocabulaire comme vous le feriez avec Grammarly. Enfin maintenant tout s'appelle intelligence artificielle mais il y avait déjà il y avait déjà des choses comme Grammarly, comme Word qui vous dit «Eh ça c'est pas correct». Enfin voilà, il y a des outils qui peuvent vous aider, que vous pouvez utiliser comme ça. Encore une fois, si vous utilisez une des choses, juste mettez une déclaration qui dit: «J'ai utilisé ça» et l'éditeur pourra dire eux-mêmes: «OK, c'est bon» ou pas. Parce qu'on trouve parfois des choses toujours ça va probablement s'améliorer dans le futur, mais on trouve toujours souvent des phrases qui sont un peu ça c'est pas quelque chose qu'une vraie personne dirait et si un éditeur voit ça, il peut se dire: «OK, ça veut dire que tout le papier est faux». Donc encore une fois, si vous dites: «Je vais utiliser sur l'introduction» et qu'il y a une phrase où, un éditeur qui est anglais va dire: «Bon, ça c'est pas terrible». Si vous avez dit: «Je vais utiliser pour ça», il va savoir que c'est que l'introduction, il va savoir que c'est que ça le problème et pas vos résultats. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser ces outils, mais juste mettez-le, écrivez-le que c'est fait. J'espère que ça aide. Avez-vous un traducteur pour l'anglais à recommander? Non, ils sont tous terribles. Vous avez vu mes slides, j'ai dû traduire moi-même, c'était pas facile. Hem, pas vraiment, pas vraiment. Encore une fois, peut-être que votre collègue, DeepL, je ne sais pas, si si quelqu'un Deep sait dans le chat, n'hésitez pas à partager avec vos collègues.
Pour moi, j'ai pas trouvé l'idéal. J'ai utilisé plusieurs outils. J'utilise toujours Google Traduction parfois et souvent les résultats, je non. Donc malheureusement non, mais voilà, peut-être que vos collègues ont des recommandations à mettre dans le chat. Oui, DeepL, ça reste un très bon programme, même si au final, c'est pas tant le programme qui fait la chose, mais c'est plus la manière dont vous l'utilisez. Donc voilà, Ouais. toujours avec précaution. Mais DeepL, ça peut être bien pour des gens comme moi qui parlent pas parfaitement anglais, c'est nickel. Donc on a dépassé le temps, donc je pense Ouais, qu'on va un peu arrêter sur les questions, mais si, voilà, je sais pas si on partage ça après ou qu'on poste on oui, poste en ligne, c'est toujours possible si vous avez des questions d'y répondre après. ouais. Je veux remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui et d'être resté, jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose et que c'était intéressant et encore une fois, il y a beaucoup de ressources en ligne sur les sites des journaux, sur, elsevier.com, sur Chercheur Academy. Je vous encourage à aller les voir, parce que les choses changent très vite. Encore une fois, ça fait 6 ans que je travaille à Elsevier. Les challenges qu'on avait quand j'ai commencé, ça a rien à voir avec les challenges qu'on a aujourd'hui. Donc j'imagine que pour des auteurs, c'est encore plus difficile à suivre. Donc n'hésitez pas à voir en ligne, et ouais et voilà et merci encore, d'être venu. Merci beaucoup Morgane pour ton intervention. Merci tout le monde. Et donc voilà, je vais vous envoyer tous les liens, la présentation. L'enregistrement va être disponible directement via Zoom ou je vous enverrai le lien de notre site parce qu'on a un hub en France. Je me fais la petite pub aussi. Et le prochain webinaire sera au niveau des ODD de l'ONU, donc plus côté bibliométrie et monitoring. Mais je vous encourage à y participer. Vous aurez tous les liens directement par email, donc vous inquiétez pas, vous aurez tout ça, ce sera la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre temps et pour vos questions. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir.